Eh bien, bonjour à tous. Eh bien voilà, bienvenue sur Signal Fort, sur la chaîne de Futur Immédiat. Alors pour ceux qui connaissent pas, Futur Immédiat c'est une plateforme dédiée au futur et au futur au pluriel. Le but c'est de réfléchir, d'imaginer, de rencontrer des perspectives différentes et d'aider à réinvestir le futur de nos imaginaires pour imaginer le futur préférable et faire en sorte d'agir en conséquence. Alors, deuxième saison, quatrième épisode, chaque semaine, le mardi à 21h, on reçoit un invité, on peut parler intelligence artificielle, impression 3D, futur de l'alimentation, enfin les sujets de neurosciences, c'est très vaste. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie d'organiser depuis longtemps et je suis super content des gens qui vont m'accompagner. Je suis vraiment très content de ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va parler autonomie et autosuffisance alimentaire. Déjà, quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Enfin, voilà, les questions. Est-ce que, en fin de compte, notre système alimentaire est-il résilient, pas résilient? Et pour ce faire, eh bien, je suis accompagné de trois personnes. Salut tout le monde. Et donc, tout d'abord, nos invités avec Vanessa et Fabien de Padia Team. Coucou Vanessa, coucou Fabien. Salut, salut, Est-ce que vous salut. allez Salut, bien? salut, 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 Très bien, salut. merci. Super. Alors, est-ce que le chat, vous entendez bien tout le monde? Coucou Pascal, évidemment, notre Oh, éternel compagnon pour tout ce qui est durabilité, food et agro. Et donc voilà, super, eh ben, génial, merci les gens. Et donc voilà, Vanessa, Fabien, je vous propose, bon Pascal, pour ceux qui suivent Futur Immédiat, habituellement on ne le présente plus. Pour les autres, on le présentera après. Honneur aux invités et honneur aux dames. Merci pour le follow, Tea and the Mugs. Merci d'être là. Et donc voilà, Vanessa, enchantée, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis ingénieure en construction. J'ai travaillé dans la construction pendant une quinzaine d'années, je vais dire. Et voilà, suite à certaines prises de conscience par rapport à la situation climatique et aux problèmes de sécurité alimentaire, je me suis dirigée vers la permaculture. J'ai fait diverses formations. Et à partir de 2019, j'ai commencé à travailler avec Padia en support technique pour les projets, avec mon background d'ingénieur et en apprentissage de design. Et donc voilà, ça fait déjà un an et demi que je fais partie de l'équipe. Super. Et alors, je pense que ce qui est intéressant aussi, oui, effectivement, c'est un live sur la permaculture, maths, effectivement, alimentation, autosuffisance, résilience et permaculture. Ok. Vanessa, pardon pour l'interruption. Un truc qui, moi, m'intéresse, c'est que tu as aussi enfin, tu t'adresses pas mal aux particuliers et toi-même, tu as un jardin potager et si je ne me trompe, tu es quasi totalement autosuffisante ou en tout cas en grande partie, tu manges ce que tu cultives. Est-ce que je me trompe ou En bas du tout, donc depuis 2017, on a acheté un terrain sur lequel on a planté des arbres fruitiers. Des petits fruits et divers arbres un peu plus originaux. Et on a fait un grand potager. Et grâce à ce potager, on est plus ou moins autonome en légumes. Et en fruits, ça, c'est pas encore tout à fait le cas, mais voilà, c'est le but dans quelques années. Ça met quelques années à s'installer. super, Donc, on va y voilà. revenir parce qu'à mon avis, il y a pas mal de questions intéressantes pour les gens qui potentiellement se demandent qu'est-ce que ça prend d'être autosuffisant ou autonome. On y verra. Et alors Fabien, coucou Fabien. Ça me fait plaisir de t'avoir de t'avoir avec nous. Coucou. Salut, salut Raph, salut tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah oui, je peux. Donc moi j'ai un passé en informatique. J'ai travaillé une dizaine d'années dans ce domaine-là.
Et puis, à un moment, j'en avais marre de respirer de l'air en boîte et je me demandais ce que je faisais dans des bâtiments climatisés. Du coup, je me suis intéressé à ce qui se passait dehors. Donc, j'ai côtoyé, j'ai appris aussi, j'ai été inspiré par des gens comme Côté Chapelle, Pablo Servigne, avec qui j'ai travaillé, où j'ai participé à des événements. Donc, on s'est un peu co-construit aussi sur cette base-là. Et j'ai vite atterri dans la permaculture, parce qu'à l'époque, c'était le boom des villes en transition mené par Rob Hopkins en 2008-2009. Et, euh, et du coup, Rob Hopkins disait qu'il fallait apprendre la permaculture. Donc moi, j'ai vite trouvé un cours de permaculture. Puis après un cours de design de permaculture, j'ai compris que j'avais rien compris. Enfin, que je pouvais comprendre beaucoup de choses et que je pouvais surtout m'amuser jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'avais suffisamment de centres d'intérêt dans la permaculture pour trouver de la richesse et du développement personnel et sociétal. Donc, je me suis plongé là-dedans et j'ai surtout voyagé énormément, participé à beaucoup d'initiatives telles que voilà, aussi bien l'agriculture urbaine à New York que sur les toits, que de la reforestation en milieu rural du granit en Haïti, dans des conditions très très difficiles. Donc je vous passe les détails rocambolesques. Et j'ai fait de nombreux voyages, j'ai suivi beaucoup de permaculteurs, de designers. Et du coup, je suis revenu en Belgique avec enfin en Belgique et en Europe, parce que j'ai eu pas mal de projets en Europe, avec l'envie de lancer un service de design professionnel, quelque chose qui puisse permettre de s'adresser en fait à un vrai service. Et donc j'ai fait ça assez rapidement et puis je suis devenu cofondateur de Patia. Patia, c'est l'acronyme pour Permaculture Design Agency. Il fallait bien qu'on trouve quelque chose, hein, on aurait pu trouver autre chose. Enfin bon, voilà, c'était assez simple. Et du coup, j'ai plongé très très vite dans le design avec des tout petits projets, puis de fil en aiguille. J'ai beaucoup expérimenté moi-même aussi. Et puis de fil en aiguille des plus gros projets, et puis de la gestion de projet, et puis de la mise en œuvre, et puis de la mise en œuvre importante, et puis des trucs, des très gros chantiers. Enfin, des très gros chantiers, c'est pas la construction d'une autoroute, mais c'est déjà pas mal. Voilà, sur la thématique de la résilience, de l'autonomie alimentaire, mais aussi de la résilience énergétique et la gouvernance participative, sociétale, etc. Voilà où j'en suis aujourd'hui. On va sans doute plus tard dans l'émission faire pas mal de vulgarisation, hein, parce que je pense que dans le public, on a tous les niveaux. On a des gens qui sont fortement intéressés, mais à différents niveaux de connaissances. Et donc voilà, on éclairera tout ça plus tard. Alors, un petit rappel, c'est Twitch. Et donc, nous ne sommes pas quatre, nous sommes tous les gens dans le chat avec. C'est de la co-création, co-participatif. Et donc, posez vos questions. J'y répondrai peut-être pas immédiatement, mais quand la conversation se ralentit, j'en profiterai pour poser vos questions. C'est quoi la permaculture? Eh bien, alors je vais d'abord demander à Pascal, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de se présenter aussi. Pascal qui est mon acolyte habituel pour tous les sujets qui tournent autour justement de la durabilité, de l'agro, du food, enfin de l'alimentation, pas la peine de dire food inutilement. Donc voilà, Pascal, coucou. Coucou tout le monde. Mais donc je vais expliquer assez rapidement. Donc je suis au-delà d'être un grand ami de Raphaël et actif avec lui professionnellement. Je suis actif dans Farming for Climate, qui est une ASBL qui valorise la transition agroécologique, l'agriculture auprès d'entreprises. Aussi dans Usito, qui est une bibliothèque d'objets. Écoculture aussi. Je travaille aussi sur le plan SOFIA, qui est un plan de transition fait par des citoyens par rapport, on va dire plutôt à un niveau politique. Depuis une quinzaine d'années, je suis très actif dans tout ce qui est durabilité, principalement au départ sur l'approche énergétique, où j'ai travaillé sur des sites comme Energy Watchers pour pas mal conscientiser les gens sur leur consommation énergétique. Et actuellement, je travaille avec des entreprises, principalement sur la création d'écosystèmes durables et sur des transitions d'entreprises lourdes vers une gestion plus responsable du fonctionnement de leurs flux entrants et sortants. Super. Alors, il y a quand même un truc que tu n'as pas dit, Fabien, et qui, je pense, est important. C'est que tu collabores notamment de façon assez régulière avec la ferme de la Desnier.
qui est une ferme post-pétrole. Et donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant dans le contexte d'aujourd'hui. C'est quoi une ferme post-pétrole? Tu peux peut-être expliquer le concept, mais voilà, je pense que c'est intéressant parce qu'on va certainement, tu as déjà évoqué l'énergie, Pascal a évoqué l'énergie, on va certainement en parler pas mal ce soir, donc voilà, c'est peut-être intéressant d'expliquer ce que c'est, Fabien, s'il te plaît. Du coup, oui, la ferme de Desnay existait déjà, elle était lancée par Jean-Sadiq Jacquemart, et puis du coup, on a créé une coopérative, en fait, elle est passée en coopérative l'année passée, donc je suis un des cofondateurs de cette coopérative maintenant, c'est devenu le petit monde de Desnay, mais enfin bon, on s'en fout un peu. Une ferme post-pétrole, c'est une ferme qui fait, peu importe tout système post-pétrole, c'est un système productif qui s'attache à réduire au maximum les intrants et les sortants, et en particulier tout ce qui est relatif à l'énergie. Sachant qu'au niveau de l'énergie, eh bien, on compte aussi de l'énergie grise pour la fabrication des panneaux solaires, ce genre de choses-là. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on est complètement à la marge, parce qu'il faut bien à la fois vivre avec son temps et avoir un pied dans le futur de la descente énergétique, en fait. Et du coup, ça se traduit par de la traction animale, ça se traduit par une optimisation très très performante en fait de l'organisation spatiale, les accès, les circulations de maraîchage par exemple est très très bien organisée et en relation avec d'autres pôles qui se connectent les uns aux autres sur le terrain pour favoriser en fait la meilleure, la première énergie qu'on produit en fait c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc voilà, on est dans cette démarche-là. Alors on est encore loin d'arriver à ce qu'on imagine quand c'est fini, mais du coup c'est le chemin qui est intéressant. Voilà, donc si vous venez là, ben, vous aurez dans la bergerie qui sert pour l'instant de salle de cours, qui sera bientôt un bâtiment bioclimatique qu'on va construire, ben, vous aurez des chauffages électriques puisque temporairement c'est ce qu'on met. Donc voilà, on a aussi, je pense qu'il faut toujours aussi dans cette démarche, et j'ai peut-être envie de le souligner pour toute la discussion. Être radical, pour moi, ça veut dire revenir à la racine des choses. Alors c'est bien, mais il ne faut pas non plus se faire mal et il faut pouvoir vivre avec les outils qu'on a à disposition. Donc voilà, et sachant que nous sommes en transition, que le contexte socio-économique actuel et les aides, ou en tout cas les démarches, le soutien en fait qu'on a pour faire cette transition sont faibles ou inexistants. Et que donc, il faut bien qu'on chemine nous-mêmes avec les moyens qu'on a à disposition. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je digresse un peu. Oui, tout à fait. Mais écoute, de toute façon, alors, c'est la base, hein, c'est pas une conférence, c'est pas un truc sérieux, c'est une expérience qui se poursuit. C'est un accident qui a commencé au début du confinement et on peut digresser, on peut parler d'autre chose. Le mot d'ordre, c'est bienveillance. On est là. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux et de gens qui n'ont pas l'habitude d'être là, mais souvent, c'est un canal où il y a une communauté qui vient. Donc voilà, on est entre nous, on peut digresser. Les gens, s'il y a un terme qui leur échappe, ils peuvent le dropper dans le chat. Alors moi, par exemple, une première question, donc tu parlais de décroissance énergétique, enfin c'est pas le terme que tu as utilisé, mais le terme et d'énergie grise. Donc est-ce que tu peux, comme m'a demandé Mathéouche, c'est quoi la permaculture, peut-être Vanessa ou Fabien, et puis c'est quoi de l'énergie grise, c'est quoi la descente énergétique ou la décroissance énergétique, déjà peut-être planter ces concepts-là qui à mon avis sont un peu clés pour la conversation de ce soir. Vas-y Vanessa. Non, je t'en prie, tu fais ça tellement mieux que moi. Ah, mais alors, on commence par Fabien, mais... La permaculture, c'est un concept qui est né dans les années 70, qui a pris les inspirations dans les premières. En fait, on a vécu la révolution verte. C'est ça, la révolution verte Oui, tout à fait, la révolution verte qui porte si mal son nom. Oui, tout ce qui est post-guerre. Et à l'époque où on arrosait les champs de tracteurs pour dire voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. En fait, il y a deux gugus qui se sont posés des questions sur déjà les dérives que ça posait et sur quel système on pourrait utiliser pour cultiver et vivre dans un environnement de manière durable, de manière qui soit intégrée à l'environnement et que nous intégrions l'environnement dans notre pratique. En fait, simplement d'être respectueux des écosystèmes et de la biosphère. Ce qui ne voulait pas dire se chauffer, enfin s'éclairer à la bougie comme l'autre vient de nous sortir. Il fallait bien qu'il le sorte un jour. La semaine passée, Emmanuel Macron. Et donc, en fait, ils ont observé les systèmes, les écosystèmes, et principalement celui de la forêt, qui est multi-étagé.
et leur complexité. Et puis ils en ont tiré des pratiques qu'ils ont mis dans des bouquins et puis qu'ils ont commencé à tester eux-mêmes au niveau de l'agriculture, donc de l'autosuffisance alimentaire, de l'autonomie alimentaire, mais aussi de l'agriculture en tant que telle, puisqu'on peut faire des aménagements du territoire qui sont écosystémiques et qui sont résilients, respectueux. Et donc, voilà, puis du coup ça a fait boule de neige. Si je... Je termine juste. Ah pardon, autant pour moi. Je termine juste, non, ne te tracasse pas. Moi, je précise que Raph aussi, on se connaît depuis très longtemps, donc on se servait aussi. Oui, mais de toute façon, ici, on est tranquille. C'est-à-dire, on est entre amis. Tout est permis et ça tourne toujours bien. Pardon, termine du coup, parce que je digresse du coup, tu vois. Voilà. Du coup, ça a fait boule de neige et ça s'est intéressé, la permaculture, le mouvement, en fait, c'est le mouvement, s'est intéressé à différentes couches et différents axes, en fait, de la vie en société, tels que la finance, la gouvernance, l'économie, l'éducation, etc., la santé. Et donc, ça c'est, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que c'était pas trop bordélique et que ça gardait sa cohérence. Et donc, je me suis dit, tiens, la permaculture a quelque chose d'intéressant à offrir. Et alors, la permaculture n'invente rien. Ça aussi, je veux le souligner pour toute la discussion. Il n'y a pas de technique spéciale en permaculture qui fait que, voilà, l'agroécologie, il y a plein de trucs, le maraîchage sur sol vivant. Là, j'utilise des termes très techniques, mais la permaculture n'invente pas vraiment de technique. Elle utilise, en fait, une boîte à outils. Et alors, ce qui fait la grande puissance, la cohérence de la permaculture, c'est l'outil de design, qui est celui qu'on oublie dans 90% des cas, parce que c'est trop chiant en fait d'anticiper et de se laisser un peu pénétrer, d'attendre, en fait, d'observer les choses pour en tirer des conclusions systémiques avant d'agir, avant de se lancer dans le train, enfin de foncer dans le mur, souvent dans le mur d'ailleurs. Donc il faudrait peut-être aussi parler un jour du coût du non-design par rapport du coût du design et les économies qu'on peut faire à long terme. Donc toute la permaculture se projette toujours à long terme et évidemment ça se décline aussi sur l'autonomie vivrière, donc faire des potagers ou des jardins comme le fait Vanessa, comme je le fais moi-même. Voilà, j'espère avoir décrit la permaculture sans perdre. Écoute, si jamais il y a des points d'ombre, de nouveau, n'hésitons pas. Alors, effectivement, c'est un des grands points qui, moi-même, au moment où j'ai parlé autonomie alimentaire, Pascal m'a dit, oui, mais autonomie ou autosuffisance. Et effectivement, je me suis rendu compte que pour moi, le concept n'était pas 100% clair. Et en parlant avec pas mal de monde autour de moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait d'abord une grande confusion, voire une ignorance du fait que les deux ne veulent pas dire la même chose. Et donc, c'est quoi l'autonomie alimentaire? C'est quoi l'autosuffisance alimentaire? Ou est-ce que c'est la même chose ou pas? Vanessa, peut-être? Pour moi, c'est plus ou moins pareil, mais après, je suis pas grande philosophe. Écoute, c'est pas de souci. Je t'ai dit, moi, c'était ma perception avant de me rendre compte que c'était pas la même chose, parce qu'on m'a dit que c'était pas la même chose. Mais Fabien, peut-être? Il y a toujours des gens qui ont des avis sur ce genre de trucs. Oui, entre la définition d'autonomie et suffisance. Pour la suffisance, t'as assez. Dans l'autosuffisance, tu peux le mettre à toutes les échelles. Tu peux le faire en légumes, tu peux le faire en fruits, tu peux même le faire juste en fleurs. Tu peux faire ce que tu as besoin et ce qui semble nécessaire pour toi. C'est très très vaste, hein, l'autosuffisance ou l'autonomie. Donc l'autonomie, si tu es complètement autonome, pourquoi pas être autonome en énergie, pourquoi pas être autonome en eau, pourquoi pas... Oui, tout à fait. Alors, on va y venir plus tard aussi. Est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que l'autosuffisance et l'autonomie, ça implique uniquement la nourriture ou est-ce que c'est plus large? Est-ce que Fabien ou Pascal, vous voulez apporter un modulo à qu'est-ce que l'autonomie et l'autosuffisance? Moi, je veux bien tenter une définition si tu as envie. Oui. Fabien, oui, ok, vas-y Pascal, je t'en prie. Donc c'est des concepts en fait ils ont eux-mêmes des définitions très différentes d'un endroit à un autre ou que tu vas trouver dans un bouquin ou autre chose. Mais je vais commencer peut-être par encore un autre qui est l'autarcie. Donc l'autarcie, c'est vraiment tout seul dans mon coin, est-ce que je m'en sors? L'autonomie, c'est tu vas produire quelque chose, mais par on va dire des échanges commerciaux, tu vas pouvoir vendre quelque chose ou acheter les choses qui te manquent.
Et donc là, tu es en autonomie, tu vas produire plus de quelque chose et tu vas l'échanger ou le vendre pour autre chose. L'autosuffisance est généralement vue sur un espace beaucoup plus vaste. Et c'est vraiment, on va dire, si on ferme les frontières, est-ce que le pays est capable techniquement de produire et subvenir à ses besoins? Et donc ça, c'est plutôt la FAO qui utilise ça. Et c'est là que la Belgique est très mal mise parce que... La FAO, peut-être, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? La FAO, c'est on va dire, c'est la Fédération internationale de l'alimentation. Ok, d'accord. Et donc, cette autosuffisance, si un pays exporte énormément ou a très peu de capacité de production, il sera très faible en autosuffisance. C'est pas pour autant qu'il n'est pas autonome, parce qu'il va créer d'autres choses, à pouvoir faire des échanges. Mais tout d'un coup, si les frontières se ferment, il n'est pas capable de fonctionner. Et c'est une des problématiques de la Belgique, qui est un gros pays exportateur, par exemple, de pommes de terre, avec ses industries. On est très faible, par exemple, si on regarde la région wallonne, on a une problématique en céréales panifiables parce qu'on n'a pas de moulin. Okay. Par contre, parce que je vois que Tanguy fait la remarque dans le chat et moi ça m'est venu aussi. Tu disais l'autonomie, ça marche avec avoir assez avec des échanges commerciaux, mais alors le monde actuel, enfin le système alimentaire aujourd'hui est autonome. Alors que moi j'avais l'impression qu'il était justement fort hétéronome et justement on va y venir. C'est un des trucs que le Covid a révélé, c'est la fragilité du système. Quand on voit la pauvreté et la famine, comment ils ont augmenté. Donc, voilà, moi, j'ai pas bien compris la nuance entre les deux. En fait, ce que tu vas voir, c'est que si, avec le Covid, on commence à fermer des frontières, qu'il y a de moins en moins d'échanges, tu vas voir des endroits où on va avoir de plus en plus faim. Et donc, si ces échanges disparaissent, c'est qu'il y a un problème d'autosuffisance à un niveau local. Ok. Et donc, l'autonomie, c'est effectivement, je suis bon à faire des pommes de terre, mais pas bon à faire autre chose. Donc, je fais beaucoup de pommes de terre. L'autre fait beaucoup d'autres choses et on fait des échanges. Et donc, j'ai créé mon autonomie. Donc, je ne suis pas assisté. D'accord. Fabien, quelque chose à ajouter ou une réaction dessus? Je rejoins assez Pascal. Moi, je fais une classification en trois étapes. C'est-à-dire, je prends l'autonomie, puis je vais à l'autosuffisance et j'arrive à l'autarcie. Donc, l'autonomie, pour moi, c'est une question de territoire. C'est-à-dire que c'est une question territoriale aussi bien au niveau régional ou national. C'est d'avoir suffisamment pour créer une production qui soit déjà suffisante au niveau vivrier pour, disons, un pays, mais aussi des surplus d'un côté, parce que voilà, dans ce pays ou dans mon jardin, en fait, je produis plus de courges ou je produis plus de patates dans mon pays, et du coup, j'ai une monnaie d'échange pour échanger avec ce que je ne sais pas produire, des avocats. Voilà. Après, je zappe un peu sur les modes de transport et voilà, mais c'est un exemple. Donc, pour moi, l'autonomie, c'est savoir avoir suffisamment de production ou d'atouts que pour pouvoir aussi avoir un poids dans l'économie ou vis-à-vis des autres. Ça peut être avec son voisin. Et donc, je parle souvent d'autonomie au niveau vraiment du jardin, quoi. Alors, l'autosuffisance, pour moi, c'est avoir suffisamment que pour se nourrir soi-même. Et là, on est plus vers quelque chose qui reste ouvert vers l'extérieur en cas de manque, mais qui va avoir tendance à aller toujours dans ma perception vers le plus possible vers qu'est-ce que je peux produire moi-même pour être totalement autosuffisant, donc c'est-à-dire compter le moins possible sur les autres, mais sachant que évidemment je ne vais pas produire des céréales dans mon jardin pour faire du pain, c'est pas possible, ou j'ai pas la place, ou j'ai pas la technique, ou j'ai pas le temps parce qu'il faut bien que je vive et que j'ai un métier. On n'est pas tous agriculteurs, donc voilà. Donc, quelle est la mesure d'autosuffisance que je peux avoir? Et puis après je mets en troisième définition l'autarcie qui, elle, pour moi aussi est une question de repli sur soi. D'être totalement déconnecté, le plus en tout cas possible déconnecté des autres, et de se dire moi je vais vivre tout seul dans mon coin et je vais me démerder tout seul le plus possible, et donc du coup je vais peut-être avoir un peu faim parce que je n'aurai pas tout, et je vais aller bâtir ma cabane sur un terrain dans les bois avec des panneaux solaires. Ça va beaucoup me plaire. Donc là, il y a pour moi une question de déconnexion aussi de la relation à l'autre. Alors je trouve que, ce qui me concerne, je trouve que la permaculture va plus vers l'autosuffisance avec une tendance vers l'autonomie. Parce que la permaculture, enfin, si on regarde les choses logiquement, vivre de manière déconnectée d'un marché, même si le marché représente moi et mon voisin qui lui fait des courges et moi je fais des patates, ça marche. Enfin, ça c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner et c'est très violent en fait, c'est assez dur. Voilà, moi c'est mes définitions: autonomie, puis autosuffisance et autarcie. Super. Écoute,
Pour moi, ça me paraît clair. Alors, moi, une chose que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'en fait, la Belgique, en termes d'autosuffisance alimentaire, est très mal classée. J'ignorais ça totalement. Et donc, voilà, aujourd'hui, quelle est la situation du système alimentaire dans son ensemble, particulièrement en Belgique, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la situation dans le cas où, comme je l'ai appris, la situation n'est pas bonne. Mais voilà. Quelle est la situation globalement en Belgique et qu'est-ce qu'on devrait changer pour corriger un éventuel problème? Alors qui se lance? Quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile quand je pose la question, c'est l'autre se sent tout de suite visé. Quand on est quatre et pas au même endroit, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça ne va pas être moi qui vais répondre à ma propre question, ça c'est sûr. Donc, il vous reste 3. Ou alors on fait un pierre, papier, ciseaux, Shifumi visuel, ce qui pourrait être encore rigolo. Mais... Je vais commencer avec une partie de la réponse. Ce qui se passe dans la production alimentaire belge, c'est qu'on est très spécialisé. Donc, on s'est spécialisé dans l'élevage bovin, dans le nord du pays, dans l'élevage plutôt des porcs ou de la volaille. Et donc, en se spécialisant au niveau de la culture et de toute la transformation derrière, on s'est orienté énormément vers l'exportation, ce qui fait que d'un point de vue autosuffisant, on est très dépendant, même si on a une certaine autonomie parce qu'on a quelque chose à échanger, on est très dépendant de l'extérieur. Et aussi, par exemple, on produit 6 fois plus de pommes de terre qu'on en a besoin. On n'a pas assez de céréales panifiables. Donc, on n'a que 10% de la production de nos besoins en céréales panifiables au niveau de la Belgique. Panifiable, tu veux dire pour faire du pain, donc, hein. Pour faire du pain. Et la moitié de nos céréales panifiables terminent à Bio11 pour faire du bioéthanol. Et donc, ce sont toutes des limitations qui font qu'on n'a pas une production suffisante. Et là, je vais peut-être laisser parler un peu plus les autres là-dedans. Même sur la partie fruits et légumes, donc tout ce qui est... ce genre de production, on dépend énormément de l'étranger. Le nord du pays s'est spécialisé dans la pomme et dans la poire, mais on n'a pas beaucoup d'autres cultures à ce niveau-là. Donc au niveau céréalier, on est moyen. Par contre, au niveau de tout ce qui est légumes racines, là, on est vraiment en surproduction. Et puis le nord du pays est énormément en grande culture sur du maïs que l'on va ensiler pour l'alimentation animale. Donc on exporte énormément de viande, ce qui à ce moment-là, soit on se dit, si on a un souci dans l'avenir, on ne mange que des patates, du maïs et de la betterave, mais je pense pas qu'on va sustenter juste avec ce genre de production. Yeah, on va en avoir marre à un moment. La glace à la betterave, la purée de betterave, bref. Et puis, comme je vois dans le chat, il y a aussi le point sur les semences. C'est clair qu'on n'est pas du tout, on va dire, autonome ou autosuffisant en production de semences. Si un jour venait à se passer qu'on ne nous livre plus, entre guillemets. D'accord. Quelque chose à rajouter là-dessus, les amis, ou pas, non? Alors, moi j'ai une question. Oui, pardon, Fabien. Sorry, mais il y a un léger lag et donc parfois. Oui, pas de... Donc au niveau du territoire, je suis pas spécialiste et j'ai pas les chiffres. Moi, en fait, ça m'intéresse assez peu. Enfin, je laisse d'autres s'en occuper à ma place et je suis content que Pascal ait ses chiffres, ça m'intéresse. Donc. Nous, moi, je m'intéresse plus en tout cas vraiment au développement en fait du territoire en tant que pays plus résilient qui détruit pas ses sols, qui gère l'eau correctement et qui crée des ressources alimentaires et énergétiques suffisantes. Ouais, t'es plus sur des projets que sur une supervision systémique, quoi. Tu t'occupes de projets et tu les implémentes. Voilà, c'est très concret. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on répond à des demandes pour concevoir et mettre en œuvre des projets. Et on a un rayon d'action qui est international. Enfin, si on peut dire, on va de temps en temps à l'étranger, quoi. Mais bon, on va parfois un peu loin. Mais qui est de l'ordre de 60 mètres carrés à 600 hectares pour l'instant. Voilà, 600 hectares, c'est quand même beaucoup. Quand même, hein. Et voilà, et donc on a aussi une diversité. Mais du coup, nous, on est vraiment des concepteurs. Enfin, après, on travaille chez nous aussi.
Et moi, j'ai une petite partie dans l'agricole, mais après, il y a des personnes qui s'occupent très très bien des grandes cultures et on fonctionne avec cette personne-là. Donc, on a un réseau de collaborateurs qui savent vraiment s'occuper des grandes cultures, puisque c'est vraiment très spécifique. Mais par contre, nous, on est guide sur l'aménagement du territoire. Tu réponds à une de mes questions. Est-ce que la permaculture à grande ou petite échelle, ça se fait de la même façon? Donc, visiblement pas, si je comprends bien ce que tu as dit. Hein. Non, c'est des techniques, c'est des métiers, c'est des domaines, des filières qui sont totalement différentes. Maintenant, le regard de la permaculture, alors c'est peut-être que là, ce soir, il y a beaucoup de gens qui vont penser à leur jardin ou au potager ou pêchage, mais sur la grande culture, en fait, il y a d'autres techniques qui existent et c'est le regard de l'aménagement de permaculture qui est tout à fait valable, peu importe la situation, en fait, le design. Alors justement, Vanessa, toi tu as donc toute cette initiative, tu as des semis. D'ailleurs cet été, j'ai des voisins qui sont même passés chez toi chercher de quoi planter. Et donc, tu as donné, voilà, tu n'es pas encore autosuffisante, mais tu t'en approches sur pas mal de domaines. Alors, c'est quoi la superficie pour nourrir une famille de 5, disons? Ça prend quoi comme temps? Est-ce que toi, genre, c'est un truc que tu peux dire au revoir le travail à côté et mettre tout ton temps dedans? Enfin, ça représente quoi comme infrastructure, comme effort? Est-ce que ça nécessite de transformer une partie des aliments pour pouvoir durer? Enfin voilà, comment est-ce que ça se... Qu'est-ce qu'il faut pour être autosuffisant? Qu'est-ce que ça prend comme énergie? Et comment est-ce qu'on le fait? Bon, je vais aller dans l'ordre dans tes questions. Au niveau des semences, moi je fais mes semences de tomates. À côté de ça, c'est très compliqué de faire des semences, des semences soi-même sans qu'elles s'hybrident avec d'autres légumes qui sont dans ton potager. Puis il y a vraiment que la tomate qui est facile à faire. Donc ça, c'est tout ce que je fais au niveau semences. Quand on parle de la semence, alors j'achète des semences paysannes, que ce soit chez Cyclanterre ou chez Semaille. Et à partir de là, ben, je sème en pleine terre ou je fais des petits plants dans une serre pour pouvoir le transplanter dans le potager. Après, il faut entretenir le potager, il faut récolter et il faut transformer les aliments pour pouvoir les consommer tout au long de l'année. En tout cas, une partie des légumes d'été, c'est souvent comme ça, il faut les transformer pour les consommer tout au long de l'hiver et en fait du printemps, parce qu'au printemps, à part des salades et des radis, il n'y a pas grand-chose à manger dans un potager, donc il faut encore tenir jusqu'au mois de juillet avec les légumes de l'année précédente. Et pour tout ça, ça demande du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, 3 jours par semaine à 4 jours par semaine de travail. Bon, c'est pas 10 heures par jour, hein, mais voilà, il faut travailler quand même énormément, donc c'est énormément de boulot. Il faut ou se faire aider si on n'a pas le temps de travailler tout ce temps-là, ou faire ça à mi-temps. Moi personnellement, je me fais aider par des amis dans les grosses périodes difficiles. Et puis voilà, j'ai un mari, des enfants qui aident tout le monde aussi s'y colle, dans le projet, donc oui, tout le monde s'y colle. Il faut bien qu'on mange, donc voilà. Et donc, énorme, on ne se rend pas compte de la charge de travail aussi pour la transformation. C'est énormément de temps. Là, on vient d'en sortir. C'est énormément de temps pour récupérer, faire les récoltes et tout mettre en conserve ou une partie surgelée. Donc, c'est énormément de travail. Ouais. Et donc, c'est quel genre de volume que tu arrives à faire justement en transformation et quelles sont toutes les techniques que tu Alors, utilises? attends, avant de répondre à cette question-là, donc la transformation d'abord, parce qu'apparemment, voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, c'est quoi la transformation? Alors, par exemple,
vous avez des kilos et des kilos et des kilos de courgettes qui débarquent tous les... nous, on récolte, là, encore pour l'instant, je dirais 15 kilos de courgettes par semaine. Il faut les couper, il faut les blanchir, il faut les mettre dans des bocaux, stériliser les bocaux, où on fait le même processus, mais on met ça dans un surgélateur. Ça dépend de l'utilité qu'on va en faire aussi, parce que si on veut en plein hiver manger des courgettes, comme on pourra avoir une courgette fraîche, c'est mieux de surgeler et après de les employer surgelés pour les manger. Mais si on veut faire des soupes, on peut facilement faire des conserves. Donc ça dépend de l'utilisation et donc on fait un peu tout pour pouvoir avoir différents usages des légumes. Pareil que les haricots aussi, ça prend beaucoup de temps de les équeuter, de les couper, de les blanchir. Donc ça, c'est tout un processus assez long pour transformer. Donc je vais dire entre avril et mi-juillet, c'est beaucoup potager. Donc c'est 90% du potager, de travail au potager, 10% de transformation. Et après, ça s'inverse. Pareil, pour les tomates, il faut voilà, préparer les tomates pour faire des coulis, des choses comme ça pour l'hiver. Donc, mais le grand luxe, je dirais qu'une fois que tout est transformé, en tout cas tous les légumes d'été sont transformés, en plein hiver, là, on n'a qu'à ouvrir c'est bocaux et les dîners sont déjà préparés, quoi. Donc en fait, plutôt que de lisser ton travail de cuisine et de course et autres, en fait, tu as une concentration de l'effort et puis après, tu récupères ça hors saison. Après, là, je viens de relancer, par exemple, tout ce qui est choux pour l'hiver ou des choux qui vont recommencer leur croissance à partir de mars-avril pour donner une production au printemps. Pareil pour tout ce qui est navets, panais, rutabaga, on vient de relancer toute une production pour pouvoir les manger aussi au printemps. Et en partie d'hiver, tous les poireaux, toutes ces choses-là. Il y a plein de légumes d'hiver qu'on peut mettre maintenant et qu'on récupère pendant l'hiver ou au printemps. Tout à fait. Ok, Pour super. en fait essayer de remplir cette période de vache maigre, comme on l'appelle, qui est voilà, de la fin des légumes d'hiver aux légumes d'été, quoi. Ok. Et alors, dernière question, avant de te laisser répondre, parce que je suis désolé, hein, je lâche pas mon bout. En termes de superficie, tu comptes plus ou moins pour nourrir une famille, c'est quelle superficie par individu? Moi, je me suis lancé dans la culture cet été, enfin surtout ma femme, et j'étais surpris de la faible, bon, on débute, hein, mais la faible quantité récoltée par surface. Je me suis dit, si en fait on veut bouffer nos légumes toute l'année, il va me falloir un jardin, mais 5 fois plus grand que le mien, quoi. Donc voilà, mais du coup, je me dis, je vais demander à des pros. Nous, on a plus ou moins 300 mètres carrés pour l'instant cultivés en légumes, mais c'est trop grand. Donc, je vais passer une partie en petits fruits parce que c'est trop grand. À la base, le projet était dimensionné pour nourrir une famille et demie, et donc on a commencé plus grand, et là maintenant, finalement, que nous qui mangeons les légumes en gros, donc on va un peu réduire. Donc pour 4 personnes, je dirais avoir 200 mètres carrés, c'est bien. Un Ok. gros 200 mètres carrés, mais c'est la surface nette cultivable, donc c'est sans les chemins, c'est sans Ouais, c'est et au- vraiment euh, surface nette cultivable, quoi. surface nette cultivable. Et à côté de ça, tu as tous les petits fruits, les arbres fruitiers. Donc ça, si vous voulez aussi l'autonomie en fruits, voilà, il faut beaucoup plus grand. Ok. Euh, Ça, de nouveau, ça fait partie du design du lieu.
si vous avez un jardin entouré d'arbres plein d'ombre, fatalement, ça va réduire l'espace Et, et, de potager, quoi. et l'utilisation de la canopée, ça peut aider à multiplier le mètre carré ou donc quand je dis canopée, ça veut dire ce que tu disais du multiniveau, avoir plusieurs couches à différentes hauteurs, ça aide ou ça... Alors pour les légumes annuels, non, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soleil. Mais pour des légumes vivaces comestibles ou des petits fruits, moi j'ai un modèle chez moi avec des arbres fruités mi-tiges, donc ce sont des arbres qui sont pas très très grands, qui sont mis tous les 4 mètres et entre ces arbres, il y a des groseilles, des casseilles, des mûriers, des petites mûres, enfin des grands arbres de mûriers. Des myrtilles, tous ces fruits-là, quoi. Alors, Pascal, sorry, je t'avais interrompu, donc est-ce que ta question est toujours d'actualité? Oui, en fait, j'avais vu dans le chat les questions. Donc je posais Ah, ben la voilà, question, écoute, fantastique. Parce que c'était la même question que tu as posée, en fait. Ok, d'accord. Alors, donc, parce que le chat a bien fonctionné, donc je vais essayer de le récupérer. Donc, Bib et Thomas qui demandent quelle serait l'autonomie sur un plan national de la Belgique en cas de crise sanitaire prolongée, exemple crise du Covid si les frontières sont fermées. Je pense que pour voir ça, il suffit d'aller dans un supermarché et voir tout ce qui est importé. Et tout ça ne va plus arriver, donc c'est là qu'on va voir la grosse différence. Et puis le moment de l'année va jouer aussi un grand point. Si on se retrouve en plein hiver, c'est clair qu'on a énormément d'importations. On va avoir beaucoup de fruits et légumes qui viennent de serre, qui sont importés du sud de l'Espagne. Tout ça disparaît du jour au lendemain. Ce qui est plus problématique, c'est la partie céréales aussi. Si on regarde vraiment la partie sud du pays, on ne sait même pas la transformer, celle qu'on aurait. On la stocke, mais on ne sait pas la transformer. On est des grands mangeurs de pâtes, mais 99,9% des pâtes que l'on consomme en Belgique sont importées. Donc c'est ça qui est problématique, c'est que on importe énormément de notre nourriture et qu'il faut toutes ces approches, entre autres permaculturelles, mais aussi tout ce qui est culture respectueuse des sols en grande culture, pour pouvoir justement atteindre une meilleure autonomie ou une autosuffisance à ce niveau-là. Voilà. Alors, ici j'ai une photo, un petit instant. Ici j'ai une photo donc d'utilisation verticale, Fabien, c'est ça? Oui, c'est un exemple. Il y en a d'autres, hein. Les haricots, les raisins qu'on voit derrière, la vigne, tout ça. Oui. Tout à fait. Et donc ici, on voit donc est-ce que tu peux décrire ce qu'on voit et le nombre de légumes ou de fruits Sur la photo là, qui est partielle évidemment de notre jardin, on voit surtout les cultures verticales en tunnel tout simple que j'avais envie de montrer. Des courges qui pendent, en fait, tout simplement. Ça peut se faire avec n'importe quel cucurbitacé, puisque la tige se renforce en fonction du poids qui est exercé en traction sur la plante. Et puis on a des bacs de culture simplement devant. Là, je peux pas te dire exactement ce qu'il y a, parce que c'est une photo de l'année passée ou de l'année d'avant. Donc, je ne peux pas dire exactement ce qu'il y a, mais derrière, on voit aussi la vigne qui grimpe sur le mur qui est évidemment très chaud. Donc, on a un excellent raisin qui est très abondant chaque année et qui se développe de plus en plus. Il faut toujours bien tailler la vigne, évidemment. Donc, voilà deux exemples de verticalité. On peut aussi, pour cultiver du houblon, en fait, vous voyez la corniche de la maison. Je pourrais attacher au sol 5 mètres plus loin, en fait, des fils et faire grimper du houblon. J'ai d'autres tipis à haricots dans le jardin. Il y a vraiment plein d'exemples de cultures verticales, grimpantes, parce qu'en fait, la courge n'est pas grimpante, elle est rampante, mais elle prend une place énorme. Et donc, dans n'importe quel jardin, en fait, c'est juste chiant, parce que elle prend de la place, et même si on a de la place, en fait, elle va courir. Donc, il va falloir courir derrière pour aller récolter des trucs. Donc là, on n'a qu'à faire découper, et puis c'est joli, c'est marrant. Tu lui dis, t'arrêtes de courir à l'horizontale, maintenant tu cours à la verticale, quoi. Ouais, tu la guides, en fait, ouais, quelque part. Les haricots, ça grimpe tout seul, le houblon, ça grimpe tout seul, ouais. Tout à fait. Alors, le chat est plein de questions. Alors ça va même trop vite. Oui, il y avait l'histoire, donc ça on a répondu. Je fais des graines en choux frisés, mais je n'ai pas encore ressemé. Je fais les tomates des bêtes, elles se sèment seules. La salade de blé et le persil en semi-spontané. Je tente le poireau. Alors, ok. J'habite au 4e étage d'un appartement à Saint-Gilles. Puis-je faire de la permaculture? Et dans la même idée, Tea and the Mugs parle de Sky Farm. Et du coup, on demande qu'est-ce que c'est. Et la possibilité de louer des toits. Donc, on peut peut-être
empaqueter la thématique de toutes ces questions pour parler permaculture urbaine? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste autre chose que pour enjoliver sa cuisine ou avoir des condiments? Enfin voilà. Et par ailleurs, j'imagine que c'est quand même pas du tout le même business, donc c'est peut-être même pas votre aire de compétence, donc on peut peut-être juste se dire que je ferai une émission avec des permaculteurs urbains si jamais, hein, j'en sais rien, mais voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir réponse à tout. Alors, désolé, mais c'est de la réponse. J'ai répondu tout seul. C'était ça la réponse. Notre trip. D'accord, ok. Donc l'agriculture urbaine. Pourquoi principalement? Parce que énergétiquement, un bac de culture n'est pas intéressant parce qu'il faut ramener de la terre et donc de l'énergie à chaque fois dans ces bacs et que voilà, c'est pas quelque chose d'optimal selon notre vision des choses. La vie dans le sol est très pauvre également dans ce genre de culture. Donc voilà, ce n'est pas vraiment l'idée de la permaculture, l'idée d'imiter la forêt pour pouvoir cultiver notre nourriture. Ok, ça me paraît être une très bonne réponse. J'ai entendu quelqu'un. Pascal, c'est toi? Oui, la culture urbaine aussi reste assez limitée sur le choix des variétés. Donc on va aller très peu sur des légumes racines et tout, on va être pas mal sur la salade. Ou d'autres, on va dire, légumes à feuilles. Moi, je pense que l'agriculture urbaine est beaucoup plus quelque chose pour créer un lien social, peut-être créer des vocations, expliquer ce que c'est justement, entre autres la permaculture comme initiation, comme point de départ, mais rien ne remplacera une vraie terre. Et surtout que si on prend l'exemple simplement de Bruxelles, en moins de 10 km, on est à l'extérieur de la ville. Donc, amener de l'alimentation en ville est moins énergivore de la cultiver en dehors et de l'amener que de commencer vraiment à renforcer des toits, à amener de la terre, à fertiliser. Il y a aussi des problématiques au niveau de l'eau qui sont plus gênantes à ce niveau-là. Donc, c'est pas négatif en soi. Il y en a certains qui vont être très énergivores, si on va pas parler d'agriculture urbaine en intérieur avec des LED et tout ça. Mais je pense qu'il faut, au niveau volume, ça le fera jamais. Et donc, il faut plus le voir comme étant une initiation, un lien social et sans doute des productions de niche. Voilà, donc en gros, c'est pas mauvais de s'intéresser à ça, mais voilà. Moi j'aimais bien la réponse de Vanessa qui colle assez bien avec le framework des technologies. Hein. Si la nature peut le faire, a priori elle est optimale. Et donc voilà, ok. Mais pour moi la réponse est très claire. Bon, alors Mathéouche. Après, je te coupe, Raphaël, mais il y a aussi de l'agriculture urbaine en plein sol, parce qu'il y a quand même encore des espaces verts dans les villes. Pourquoi pas l'encourager, mais de nouveau, ce que nous on ramène souvent sur le sol chaque année, c'est du fumier animal dans les potagers, et donc ça en ville c'est fatalement moins facile à faire qu'à la campagne. Donc de nouveau, c'est plus optimal qu'une culture en bac, de faire une culture en pleine terre en ville. Mais de nouveau, il y a un problème d'apport en compost. Ok. Alors moi, ici, j'aurais envie de nuancer, Raph, si ça te dérange pas. Mais je t'en prie, on est là pour ça. La nuance, l'excès, la discussion, la verve. Je commence par l'excès puis je nuance. Alors, pour moi, l'agriculture urbaine, c'est de la connerie totale. Voilà. Parce que je l'ai expérimenté, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été à New York et ils disaient là-bas aussi que c'était de la connerie totale, que ça coûtait trop cher. Alors, ce qui est marrant, c'est que 5, 6, 7 ans plus tard, on fait la même chose en Europe, à Bruxelles, etc. On dit, oh, oui, c'est chouette, les Américains l'ont fait, mais en fait, les Américains, ils se font sur revenu. Donc, on ferait mieux de prendre des leçons beaucoup plus vite. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup officié dans les villes au début. Je me suis beaucoup intéressé à l'agriculture urbaine parce que je trouvais justement que j'avais la même question et je voulais y répondre. Alors, d'une part, il y a la résilience alimentaire qu'on n'aura jamais en ville, c'est impossible. D'autre part, il y a le fait que tout le monde peut faire quelque chose. Quand j'ai commencé, j'étais en appartement, j'ai fait de la culture verticale en hydroponie derrière ma vitre. Ça fonctionnait très bien. Bon, j'avais 3 salades et de haricots. Enfin, mais c'était marrant et ça fonctionnait très bien. Et je pense que c'est aussi un lien qu'on a avec ce qu'on peut faire avec ses mains, avec la nourriture qu'on a. Donc c'est ça. C'est une bonne idée en tant qu'éducation et intérêt, mais en termes d'autonomie et d'autosuffisance, quel but du truc, ça ne fonctionne pas.
Enfin, en tout cas, Alors, c'est suboptimal. non, absolument pas. Absolument pas. Mais ce que dit Pascal aussi, c'est intéressant pour le lien social. Pour faciliter beaucoup de potagers, ça crée beaucoup de lien social et aussi de la fight. Hein, c'est assez rigolo. Enfin, ça dépendait dans les quartiers dans lesquels on la faisait. Mais voilà. Alors, du coup, l'intérêt de la ville, c'est qu'il y a différents, en fait. Donc, on repense sur le concept de design. Donc, la ville, c'est une entité et il y a des infrastructures, des structures. Et donc, on peut faire des champignons en ville. Il y a plein d'ombres. Il y a plein. Voilà, ça fonctionne très bien. Et il y a plein de cafés qui ont justement trop de marques de café pour faire des champignons. Il y a ce genre de trucs-là. Un peu de culture verticale, un peu de culture sur les toits, quoique les toits, il faut qu'ils soient suffisamment renforcés. Et puis, il y a le problème des intrants qui est très important, enfin, très emmerdant. Puis, tout est contextuel, c'est-à-dire que si on regarde comment fonctionnaient les maraîchers parisiens au début du XXe siècle, début du XXe siècle, en fait, les transports, c'était quoi? C'était des chevaux. Donc, ils avaient de la merde de cheval à disposition tout de suite. Et donc, forcément, ils pouvaient les mettre directement sur leur maraîchage et à l'intérieur, clos de mur, avec des microclimats qui étaient super performants. Et donc, en fait, ils avaient une production de malades et ils faisaient partie de la résidence. Alors, la résidence, elle s'atteint par petits bouts, à gauche, à droite. Donc, à la fois, j'ai envie de dire, c'est de la connerie, enfin, surtout la manière dont c'est amené maintenant, en particulier par les politiques, y compris par les écolos. Et à la fois, il faut que tout le monde s'y mette parce que chaque petit bout, c'est une partie de la résidence et c'est super important. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à Paris, à l'époque, la merde de cheval était un des problèmes de santé publique dont on parlait partout. Et c'est d'ailleurs l'expression bonne merde vient de là en fait. C'est parce que bonne merde, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de carrosses qui venaient voir ta pièce de théâtre et que donc a priori l'entrée du théâtre était couverte de merde. Donc voilà, mais c'est bien. J'aime bien la pondération donne plein d'idées. Donc en fait, il n'y a pas de réponse toute faite et absolue. C'est toujours une question de ça dépend. Et donc l'agriculture urbaine, non, dans la mesure où elle est faite comme ça. Ça me convient très bien. Alors, le chat fonctionne très bien, un peu trop bien pour essayer de tout voir. Je ne sais pas si Pascal, tu as vu des trucs passer dessus. Donc, je remonte le chat. J'ai vu Laurent, coucou Laurent. Alors, merci du tuyau. Alors, ils fournissent de quoi faire des potagers urbains à Bruxelles, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tous mes espoirs sont anéantis à Dieu. Ça, c'est Mathéouche par rapport à la permaculture urbaine. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quand même un projet. Ah, voilà, ici, oui, pardon. À Bruxelles, qui est Vanessa, faut que tu m'aides. Merde. Je vais dire un truc intéressant puis j'ai oublié. Qui est une vraie ferme urbaine en fait. Il y a du côté des Pilifs, oui. Là, ils avaient. Donc il y a le champ d'écailles qui est une vraie ferme urbaine qui a donc un grand espace maraîchage, donc une bonne production de maraîchage et aussi des moutons. Donc ils ont en fait un système complet. Il fonctionne très bien. Ah, voilà. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est l'agriculture urbaine? Oui, mais périphérique, quoi. Si jamais quelqu'un a le lien et qui peut le balancer dans le chat, ça, je pense que c'est une bonne info. Oui. Alors, je vois Bibi Thomas qui pose une bonne question. Il y a beaucoup d'appels à la relocalisation durant la crise. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle viable ou même réalisable pour la Belgique? La relocalisation des productions alimentaires. Donc, si demain on décide d'être autosuffisant, c'est des bouts et des petits bouts qui vont faire qu'effectivement on sera beaucoup plus résilient. On ne pourra jamais être totalement autonome, ça n'existe pas. Les échanges commerciaux et de denrées ont toujours existé. Mais évidemment, on peut retrouver énormément de résilience, mais même au niveau des commerces locaux. Enfin, quand je parle de commerce local, moi je crains le jour où mon petit cordonnier dans la ville qui est juste à côté de chez moi, Herve pour ne pas le citer, va prendre sa retraite parce que je sais très bien que si je vais dans un Mister Minute, il n'y a personne qui va aller me chercher la vieille clé que j'ai besoin, qui est avec le tel modèle et des bouquins, des grimoires de vieilles clés, enfin ces genres de trucs. Oui, le local, c'est super important. Et après, il ne faut pas négliger non plus qu'on a besoin d'être dans une économie quand même ouverte, mais de quelle mesure et dans quelle mesure? Oui, bien sûr. Ici c'est... Pardon, oui, Pascal. Et donc la relocalisation, ça va arriver. On va être aussi même poussé dans le dos pour le faire parce que même les échanges, on a aujourd'hui des échanges qui sont très très lointains. Le réchauffement climatique fait qu'aussi les cultures changent. Donc les premières choses qui vont être relocalisées, par exemple, ça va être le blé dur. Mais c'est pas relocalisé parce qu'il n'a jamais été localisé en Belgique, mais c'est le réchauffement climatique qui va le permettre. Mais le problème derrière, c'est qu'aujourd'hui, toutes les terres sont cultivées. Donc si on relocalise quelque chose, il faut retirer autre chose.
et donc changer les cultures. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'usines qui sont dépendantes de certaines cultures. Et donc, c'est aussi tout un écosystème et des filières qui doivent être repensées ou replanifiées. Et donc, si on veut améliorer ça, ben, effectivement, il y a des choses qu'il va falloir refaire. Il y a, par exemple, je sais qu'il y a des initiatives sur les protéagineux pour ramener des cultures justement de protéagineux, des pois, des fèves, des lentilles de manière plus en volume. Il y a tout ce qui est de nouveaux céréales panifiables qu'on n'en produit pas assez. Le blé dur, aujourd'hui, c'est 100% importé. Mais derrière, il va falloir prendre ça à d'autres espaces. Et typiquement, on va voir ça sur l'espace de l'élevage, aujourd'hui, qui doit baisser d'une certaine manière pour rendre justement ces plus résilientes. Justement, j'avais vu passer la question et donc je vais vous la poser à tous les trois parce qu'elle est intéressante. C'est est-ce que vous êtes végétarien, flexitarien, enfin voilà. C'est quoi votre position par rapport à la viande dans l'absolu, quoi. Honneur aux dames peut-être? Ah non, pas du tout végétarienne, non. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, on prend chaque année une mère et son agneau dans notre prairie à la maison et on n'hésite pas à manger l'agneau en fin de saison. Et on lui pète sa gueule. Pas nous, mais voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, voilà, au moins c'est très clair. Et avec une consommation, je dirais, standard, ou bien avec une consommation plutôt à l'ancienne. Enfin voilà, tu manges de la viande, mais de quelle façon? De manière raisonnable pour aussi mon équilibre alimentaire, diététique. Je mange de la viande, je sais pas, ouais, la moitié, enfin une fois sur deux, quoi, je dirais 3 à 4 jours par semaine, quoi. Ok, non, mais nickel, comme ça, c'est juste par souci de transparence radicale auprès de la communauté. Fabien, toi, ton rapport à la viande? Moi, j'ai tout essayé, hein, végétarien, végétalien, tout ça, même parfois pendant plusieurs années. Et du coup, j'en suis revenu pour des raisons pratiques et culturelles. Alors déjà, moi, je ne sais pas comment ils font. Il y a certains athlètes là, qui sont super publicités, qui bouffent que des lentilles. Moi, j'essaie de bouffer. Enfin, pour avoir l'apport en protéines en lentilles, c'est juste l'enfer. Donc, tu es obligé de bouffer de la purée de lentilles tout le temps. T'as mal au bide, t'en peux plus. Je ne sais pas comment ils font. Et puis la viande, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Donc, finalement, en fait, à place de faire chier tout le monde, je commençais à manger de la viande quand on m'invitait quelque part. Je disais rien. Et puis petit à petit, en fait, depuis surtout que je vis à la campagne depuis quelques années, je réapprends un petit peu les bases de la vie un peu campagnarde, quoi. Hein. Donc simplement, on a ses légumes, on a ses fruits, et puis de temps en temps, on a un peu de viande dans le congélateur ou en salaison. Ce genre de choses-là, c'est absolument normal. Par contre, soit je dois, pour moi, tuer les animaux moi-même, ce que je n'arrive pas toujours à faire. Donc, par contre, je me fournis chez tous des gens, des amis, des producteurs, des éleveurs que je connais, qui ont des tout petits troupeaux, qui sont même certains même font de la régénération du paysage grâce au bétail qu'ils élèvent. Et donc, je sais très bien chez qui je vais. Ça me coûte le même prix qu'au supermarché, sauf que j'ai une viande de qualité totale incroyable. Et évidemment, je fais aussi tourner l'économie locale. Donc, voilà, pour le rapport à la viande, c'est ça. Maintenant, on n'en mange pas non plus 10 kilos par jour, voilà. Donc, on arrête de se casser trop la tête, en fait. Un usage modéré et voilà, ok. Centré qualité, localité, voilà, sur des principes qui sont ceux que vous défendez, mais voilà, ok. On vit dans notre terroir, on bouffe pas du saumon, quoi. Bon, ça nous arrive de temps en temps quand on en pêche un, mais c'est plus rare, quoi. Voilà, quand j'en pêche un dans mon étang. Tout à fait, j'imagine. Et toi, Pascal? Moi, je suis végétarien, mais plus par goût. Mais par contre, s'il y a un spaghetti bolognaise chez mes parents le soir, je vais pas manger des pâtes blanches. Donc c'est vraiment par goût, parce qu'en fait, c'est pas par conviction, parce que l'élevage fait partie des rotations et d'un écosystème équilibré. Par contre, j'adore le fromage et on peut pas dire si on mange du fromage, il faut bien qu'il y ait du lait derrière, et s'il y a du lait, il faut justement qu'il y ait des animaux qui mettent bas pour avoir cette production de lait. Et ça, on l'oublie assez souvent. Donc, c'est plutôt par goût. Mais ça fait une vingtaine d'années. Mais j'en mange très, très, très peu. Mais voilà, c'est pas du tout une conviction politique. Mais par contre,
sur base de ce que je ne sais plus qui le disait, et d'ailleurs ça n'a pas d'importance, on parlait de fait que si on voulait augmenter la résilience, on devait relocaliser une partie et donc on devait changer notre utilisation des sols. Et donc ça veut dire qu'en matière de résilience, on devrait de toute façon avoir une surface moins grande dédiée à la viande, donc quelque part moins de viande et moins de produits laitiers si on voulait être full autonome. Enfin voilà, je ne sais pas, hein, je réfléchis à haute voix ou bien C'est pas du Pascal tout. qui dit ça. Oui, ah voilà, ok. Et alors le truc, c'est pas quoi et pourquoi, mais comment. C'est comment enfin, le bétail, l'élevage, enfin, des animaux domestiqués, donc non sauvages. En Belgique, il n'y a plus beaucoup d'animaux sauvages et de lieux sauvages. Sont Alors, hier, absolument justement, en partout. promenant mon chien, j'ai vu tous les faisans sauvages qui avaient été relâchés avant la chasse. Étonnamment, en une après-midi, il y avait 100 faisans sur le golfe, dans les champs, juste, ben d'ailleurs, un peu avant que je te croise, Vanessa, puisque on s'est croisés dans les champs hier. Voilà. Je ne donnerai pas l'adresse, mais on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Et donc voilà, mais il y avait plein de faisans, et donc je me suis dit, tiens, ça c'est des faisans qui ont certainement dû être élevés en pleine nature, et tout d'un coup, pouf, ils déménagent dans le quartier, quoi. Tu sens que ça sent pas du tout l'ouverture de la chasse, toi. Ouais, alors tu vois, déjà même la chasse, ça devient une vaste connerie. Bah Enfin, oui, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est c'était juste pour, très longtemps, quoi. Mais par rebondir contre, sur l'animal sauvage. Pardon, le excuse-moi. Je bétail, ça digresse. dépend comment, ça dépend si c'est du blanc-bleu, enfin du blanc-bleu dans un élevage conventionnel, ça n'a aucun sens. Enfin, quand tu vois ces vaches, enfin, ces pauvres animaux, ouais, j'ai pitié pour eux chaque fois que je les vois. Mais par contre, du bétail est aussi un élément de la régénération des écosystèmes, et mais y compris des forêts, y compris de la régulation des prairies, et potentiellement aussi ça nous fournit de la merde, donc du fumier, donc des intrants utilisés pour Tout à fait. l'agriculture. Donc, voilà, c'est la question, c'est comment, c'est vraiment ça. Mais Et c'est comment, c'est sur quelle portion du territoire aussi, enfin quelle micro-portion du territoire. parce que la Avec... question, si jamais on voulait faire de la viande correctement, on en bouffe encore moins, parce qu'aujourd'hui on les met côte à côte et on leur dit maintenant tu bouges plus jusqu'à ce qu'on te bute. Enfin j'exagère, hein, mais on est bien d'accord qu'une grande partie de la viande c'est comme ça qu'on l'a fait. Si demain on devait avoir de la viande comme il y a chez le boucher pas très loin de chez moi, qui est une viande délicieuse, le mec il suit ses bêtes, tu vois, il va ok, c'est magnifique, mais soyons clairs que tu payes la différence et que clairement, même si tout le monde avait l'argent de se payer de la viande comme ça, il n'y aurait peut-être pas la place. Donc voilà, est-ce que c'est même, je sais plus qui disait, est-ce que c'est même réalisable? C'est ça ma question, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut arriver à ce genre de choses ou c'est une utopie et on sera toujours dans une espèce de balancier entre les deux Si on regarde Vas-y, vas-y. la culture industrielle qui dépend aussi de l'importation de soja, donc là on touche aussi à tout ce qui est déforestation à l'autre bout de la planète. Donc c'est clair que si on veut quelque chose de durable, il faut tenir compte des surfaces. Si on veut que les bêtes soient à l'herbe, on ne peut pas en avoir trop à l'hectare non plus. Donc c'est vraiment tout un écosystème à mettre en place. Et effectivement, si on veut tous manger de la viande au niveau où on en mange aujourd'hui, il n'y a pas assez de surface. Si on veut tout produire ici, il y a des champs de maïs en Flandre qui sont gigantesques, qui servent juste à faire du maïs en silage pour l'alimentation animale. Si on doit remettre sur ces surfaces-là des animaux qui vont paître, on ne pourra pas mettre le même volume d'animaux. Donc c'est vraiment, comme le disait Fabien, c'est quelque chose qui doit être complètement repensé, et le rôle de l'élevage est clé. Donc on parle de ferme mixte, on parle d'enrichissement des sols. Tous ces éléments-là sont vraiment des éléments clés, mais c'est une question de volume et de comment on le fabrique. Ouais, ouais, ouais. Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que si la Belgique voulait augmenter sa résilience, de plutôt concentrer tout ce qui est animal en importation et de relocaliser, enfin voilà, il faudrait que quelqu'un ait un plan particulier, mais est-ce que c'est même envisageable? Et ensuite, ma deuxième question, c'était quid des insectes, qui n'est pas du tout culturel, qui moi, je t'avoue que des insectes élevés dans des bacs en plastique avec de la farine animale, je suis pas sûr d'en avoir envie. Mais voilà, quid des insectes en dehors de la barrière culturelle, est-ce que c'est une option?
tout est une question de multiplicité. Si tu bouffes un peu d'insectes, bouffe une saucisse par semaine, si tu trouves un poisson, mange un peu de poisson, tu manges des lentilles, t'as ton apport, tu manges des œufs avec de tes poules, tu as ton apport protéinique. Ici, on parle de nouveau de la viande comme si c'était le seul apport de protéines qu'on peut avoir. C'est pas vrai. Et donc, c'est une question de diversité et de variabilité en fait de nos régimes avec les possibilités qu'on a. Donc moi, manger des insectes, c'est pas forcément mon kiff non plus, mais c'est culturel. Donc voilà, culturellement, avant, on s'en tirait plutôt bien. Maintenant, il y a quand même une différence de densité de population et d'urbanisation par rapport à ce qu'on connaissait avant. Mais ouais, moi, c'est ce que j'aurais à dire sur le sujet sans être expert. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Le chat défile assez fort. Donc, désolé si jamais une des questions m'échappe. Et si vraiment elle vous tient à cœur, n'hésitez pas à la reposter. Hein, c'est parce que franchement, ça défile beaucoup. Alors, quelles productions sont les plus rentables si on pense vivre de la permaculture? Les plantes vivaces comestibles. Les plantes vivaces comestibles. Alors, si vous voulez travailler le moins possible et manger de la plante, oui, ça marche pas bien, mais c'est pas du tout dans nos habitudes alimentaires, donc peu de gens mangent ça. Quoi. Mais qu'est-ce que donc une plante vivace comestible? C'est une plante vivace, c'est une plante qui est autonome. Faut pas la replanter tous les ans. Faut pas la replanter tous les ans. Tu as des exemples de ce qui est vivace comestible? Tu peux en légumes, il y a l'asperge, il y a le topinambour, il y a la pomme de terre, elle revient un peu toute seule aussi, les bêtes, toutes ces choses qui par semis. Il y a des plantes qui reviennent toutes seules quand elles se montent en graines et les graines retombent par terre, ou ce sont des racines qui se régénèrent d'elles-mêmes. Et les fruits énormément, hein, donc les fruits en grande partie, c'est ça. Donc voilà, c'est de nouveau une habitude alimentaire. Si on veut manger que des légumes annuels, c'est beaucoup plus énergivore. Et nutritionnellement moins riche que les plantes vivaces. Ok. Alors, merci Vanessa. Quels sont les taux d'exportation de viande de la Belgique vers l'étranger, le taux d'importation de viande en Belgique pour la grande surface? Donc, oui. J'ai pas en tête les chiffres, mais les deux dans les deux sens sont assez gigantesques. Donc on exporte notre viande et on en réimporte. Oui. Par contre, le blanc-bleu belge, c'est assez typique de la Belgique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays étrangers qui adorent ça. Et comme elle est moins goûteuse, on est devenus les rois de la sauce. Ah ouais. Donc elle goûte que dalle. Enfin, là c'est dit, le goût de la viande n'est pas forcément gageur de sa qualité, parce que aux États-Unis, quand tu vas bouffer de la viande, elle est super goûtue et en fait c'est juste un énorme gloubi-boulga gonflé aux hormones. Mais quand t'en bouffes une, moi je me rappelle la première fois que j'avais pris à l'aéroport, je m'étais fait un burger, j'avais été sidéré par le goût, mais voilà, c'est bon, mais c'est que globalement, je suis pas sûr que c'était vraiment de la viande. Et puis ce qui est gênant aussi avec le blanc-bleu belge, c'est que ça se passe pas forcément toujours à l'étranger, c'est que le modèle d'affaires est basé sur la césarienne. Donc tant que la césarienne est à un prix abordable, entre guillemets, on produit du blanc-bleu belge, mais des pays où l'intervention d'un vétérinaire coûte plus cher, ils peuvent pas du tout faire ce genre de système de production. Ils doivent trouver des animaux qui peuvent mettre bas par eux-mêmes. Ok. Alors, Tanguy, la question des insectes est super intéressante, mais je pense avoir compris que c'était la spécialité de personnes ici autour de la table. Et donc, voilà, on peut éventuellement creuser un sujet sur lequel oui. Le point de Fabian est très bon là-dessus. On fait ça pour de la protéine en général, mais il y a beaucoup de protéines végétales. Si on regarde la févrole, il y a pas mal de légumineuses qui peuvent nous amener beaucoup de choses à ce niveau-là qui sont méconnues. On va retrouver des fèves principalement dans les pays du Sud. Donc si on présente des fèves dans certaines régions de la Belgique, ils ne savent pas comment les cuisiner, ils ne savent pas comment c'est. Mais avec toute une éducation qui peut se faire là-dessus, on ne doit pas forcément aller chercher vers des insectes. Et les insectes, il faut aussi les nourrir. Donc leur protéine va venir d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas la créer par eux-mêmes, donc ils ne vont pas la fabriquer.
Et donc voilà, c'est quel est l'écosystème, comment ça fonctionne, et la partie culturelle est très complexe par rapport justement aux protéines venant des insectes. D'ailleurs, les produits qu'on voit en magasin, il y a un taux de 5 à 10% d'insectes dans les produits, c'est rarement des insectes purs et durs, quoi. Ok, alors, question de Mathéouche, qui est, je pense, une très bonne question. C'est quels sont les conseils que vous donneriez pour démarrer la permaculture, des lectures, des formations, des chaînes YouTube, des comptes Twitter? Alors, il y a les formations chez Padiatim, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc Padia fait des formations, mais c'est beaucoup de design. Enfin, peut-être que ce n'est pas pour les gens qui cherchent à s'initier pour leur jardin, je ne sais pas. Je vous laisse, je vais arrêter de faire l'émission tout seul. En fait, quand je les ai invités, ça peut servir à quelque chose. Donc, oui, en termes de formation, oui, il y a le petit monde de Lesney qui propose toute une série de formations qui peuvent qui vont de l'introduction à l'approfondissement, voire la professionnalisation pour certains domaines. On parle évidemment essentiellement de tout ce qui est culture et voire permaculture humaine, parce que j'ai vu un truc dans le chat défiler sur la permaculture, c'est pas que ça, mais si la personne était là au début, j'ai dit que c'était pas que ça. Mais évidemment, les questions tournent souvent autour de ça. Alors, pour justement, Fabien, c'est assez classique de Twitch, c'est justement il y a du passage, donc effectivement c'est bien parfois de rappeler les choses. Donc effectivement Remy07, merci pour le follow et merci pour tous les follow en fait. À chaque fois qu'on entend un petit bruit dans le chat, enfin dans l'audio, c'est un nouveau follow, donc merci aux nouveaux followers, c'est bienvenu. Et donc effectivement Remy07, effectivement Fabien avait bien spécifié que c'était bien plus large que ça, mais effectivement on parle alimentation aujourd'hui. Vas-y Fabien, pardon, désolé de l'interruption, mais je fais un peu de rappel parce qu'effectivement il y a du passage. Sinon, ça dépend sur quoi on va avoir de l'information. Je pense que sur les techniques de culture, YouTube, les réseaux sociaux, tout ça sont assez bien fournis. J'ai aussi ma propre chaîne avec des trucs, surtout basés sur le design ou de l'expérience de designer et quelques trucs et astuces. Mais voilà, je formais. Il y a quelques bouquins qui existent. Il y a énormément de littérature en fait en permaculture, sauf que le problème c'est qu'elle se répète toutes. Donc, on a 2-3 bons bouquins sur un sujet, sur le design, ou on a 2-3 bons bouquins sur l'agroécologie ou sur les céréales panifiables justement, du coup, ou la régénération des sols par les animaux. On a déjà pas mal, quoi. Donc, et si tu avais un bouquin, le bouquin, la Bible ou l'immanquable ou le premier pas, voilà que Fabien change. Voilà. Je sais pas pourquoi. De temps en temps, j'ai mes formats d'images qui changent de format. Sorry. Je ne sais pas ce que c'est, je comprends pas ce que c'est, et voilà, mais ça se remet assez bien facilement. Donc voilà, si tu avais un bouquin, l'immanquable, Vanessa peut-être, Fabien, enfin chacun, peut-être une source, le truc, le fondamental. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut designer son jardin, c'est pas la même chose que si on veut faire un petit potager. Le bouquin de la ferme du Bec et Loin est très, très intéressant. Il s'appelle Vivre avec la terre. Moi, j'emploie beaucoup au niveau pratique le bouquin. Ça s'appelle. C'est le bouquin de Fortier, le Canadien. Comment ça s'appelle encore? Le potager maraîcher ou un truc dans le genre. Voilà, c'est des bouquins. Mais après, chacun trouve son bouquin référence et va là-dessus. Parce que si on part sur tous les bouquins, ils sont tous un peu différents et alors on s'en sort plus. Pour choisir un qui parle et puis laisser tomber le reste, quoi. Et toi Fabien, je sais, et donc j'ai bien compris, hein, je ne fais pas de la sourdité à vos questions, j'ai bien compris qu'il y avait de multiples, mais vraiment dans la logique de dire tiens, tout à fait. Donc on mettra toutes les références dans le Discord, je ferai un transcript du chat et je mettrai tout dans le Discord après l'émission. Il faut savoir que pour la communauté, vous trouverez tout sur futurimedia.net. Dans la bio sur Twitch, il y a le lien vers la communauté Discord. Et en général, après l'émission, je mets tous les liens et tout le chat dedans. Voilà que Fabien a rechangé de taille. Sorry. Hop, voilà, désolé.
Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je mettrai tout ça dedans. Bien vu, Mathéouche. Voilà. Donc, si tu avais donc un immanquable pour commencer, pour le béotien, celui qui est en recherche, en interrogation. Tu me poses une colle, oui, attends. J'ai des bouquins juste devant moi, mais ils sont trop loin pour que je puisse lire. C'est le problème quand on a une mauvaise vue. Pour le béotien, il y a introduction voilà, c'est peut-être pas mal l'introduction à la permaculture de Bill Mollison. Eh bien, Fluid Tom a fait plus ou moins de la télépathie, puisqu'il l'a sorti dans le chat à peu près en même temps que tu le disais. À mon avis, même avec 10 secondes d'avance en fonction du décalage. Mais donc, bien vu. Synchronicité. Et donc, voilà, fais une photo, Fabien. avec son zoom. Et toi, Pascal, est-ce que tu as un ouvrage de référence Mais pas spécialement comme Fabien en dit, il y a beaucoup de répétitions dans ce genre de bouquins, donc ceux qui ont été mentionnés sont très intéressants. Je pense que c'est aussi très intéressant de suivre justement des vidéos YouTube de gens actifs dans le domaine qui se trouvent dans la même région. Ça permet justement d'avoir quelque chose de pratique, qui a du sens. Parfois, ce qui est dangereux dans ces vidéos, c'est de suivre quelqu'un qui est dans le sud de la France en se disant qu'on va faire la même chose. Généralement, on risque de faire les trucs un peu à côté de la plaque. Mais donc, quelqu'un qui est dans le coin, il n'y en a pas des grosses chaînes tout près en Belgique. Il y en a pas, mais il y en a quelques-unes en France qui fonctionnent assez bien, mais il faut prendre quelqu'un vraiment du nord de la France. Tout à fait. Alors, il s'est passé un truc, je pense que Fabien est tombé en syncope, ou alors, comme j'ai vu un mouvement à la fenêtre, il a craqué son slip, il est parti en courant. Donc J'en ai un peu aussi. Ah voilà, forêt-jardin, super. Alors ça, c'est pour les gens qui aiment bien les plantes vives, enfin les arbres fruitiers, les fruits, les plantes vivaces comestibles. C'est top pour le jardin. Voilà, alors, donc voilà. En attendant le retour de Fabien, je suis passé en vue à 3. Donc voilà, Fabien, tu te manifestes quand tu reviens. Enfin, s'il n'est pas là, ça sert à rien de le dire en fait, donc c'est très con, c'est pas grave. Donc, une maman avec des boys, pour une maman avec des garçons, demande VA, ben voilà, je ne sais pas. Je vais écrire la permaculture pour les nuls ou le dictionnaire amoureux de la permaculture, je sens que c'est tendance. Perso, le site de Fabien m'a tapé dans l'œil sur l'observation des endroits analysés. Ok, merci David pour l'info. Donc oui, effectivement, il y a ces ressources-là. Fabien, tu es de retour parmi nous. Bah le voilà, il est retourné. On ne savait pas si tu avais fait une syncope ou si tu t'étais barré, parce qu'au moment où tu es parti dans la fenêtre, je ne sais pas si c'était toi ou pas, j'ai vu quelqu'un passer dans l'autre sens. Donc ça aurait pu très bien être une tentative de fuite, ça aurait donné exactement le même résultat visuel, c'était très bien. Voilà, Fabien Ferraud, merci pour l'URL. Ah voilà, il est revenu avec un bouquin. Ah voilà, Making Smallholder Farm Works. Super. Alors ça, c'est plutôt pour le développement de micro-fermes, mais c'est vraiment super bien. S'il y a celui-là qui peut être transversal pour le jardin ou le design en général. Voilà, je suis pas convaincu des méthodes. Alors moi, je prétends toujours que les méthodes sont pas encore hyper au point et que du coup, je devrais juste mettre la mienne en ligne de ces 4, c'est-à-dire que c'est un bon petit mot pour l'écrire. Ça, voilà, c'est une ferme résiliente. Mais enfin, dans ces bazars-là, il y a toujours plein de trucs utiles pour le domestique aussi, parce que je sais bien qu'en général, la plupart des questions, c'est sur le domestique. Donc, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Et puis, alors, le truc imbuvable, c'est ça, mais ça reste, voilà, techniquement intéressant. Ça, c'est vraiment pour les gars qui veulent avoir ça. Donc, je lis pas, mais quand j'ai une question ou quoi, je vais piocher dedans. Il y a pas mal de trucs techniques. Voilà, ça c'est si on va parler d'une Bible, on va parler de ça, mais il n'y a personne qui la lit parce que c'est imbuvable. C'est vraiment pour faire du design et qu'on est un peu plus avancé, je dirais. Voilà, c'est ce que moi je dirais avec introduction à la permaculture, et on va commencer par introduction à la permaculture. Le monsieur est revenu. Pardon. Oui, mais en fait, il était parti chercher des bouquins, donc il faisait ça pour enrichir le débat. Il n'avait pas fouillé, il n'avait pas fait de malaise. Alors, Pascal s'est retourné pour voir si c'était son rayon permaculture qu'il avait dans le dos. Oui, c'est vrai. Mais ici, peut-être d'autres styles de bouquins, s'il y en a que ça intéresse vraiment la vie du sol, savoir comment ça fonctionne, quelles sont les petites bêtes qui sont dedans et tout. S'ils veulent aller un peu plus loin, ici, j'en ai 2
qui parle de la même chose. Souvent, il y a un bouquin qui s'appelle Le génie du sol vivant. Je ne sais pas si on le voit bien. Remonte-le un tout petit peu, encore un tout petit peu, tu le Hop. remontes, tu le remontes, tu le remontes, tu le remontes, tu le Remonte, remontes. voilà. Voilà, superbe, magnifique, magnifique. Là, tu Voilà. ne bouges Et il plus. y en a un autre du même style. Là, c'est de Claude Éliga Bourguignon Le sol, la sur terre et les champs. la terre et les champs. Ça, Et là, ça- donc c'est pas des techniques pour cultiver, mais c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne en dessous de nos pieds. Nickel. Alors, il y a toute la série des liens de Fabien sont dans le chat. Merci Mathéouche, merci JB, la chaîne YouTube, le site et une autre chaîne qui est... c'est pas la même URL, mais en fait, je ne sais pas. Voilà. On verra après. Alors, tu vas avoir du taf pour remettre tout ça dans le Discord. Ou alors, je copie-colle le chat intégralement tel quel. Hein. Il y a deux options. Il y a deux écoles dans le Discord. Donc, voilà. Donc, on a parlé des insectes. On a parlé de la superficie. Alors, ça prend combien de temps si on veut... voilà... Une fois qu'on se dit, tiens, je démarre mon potager ou ma parcelle de terrain, est-ce à partir de quand on peut commencer à vraiment avoir une quantité signifiante? Est-ce que c'est très rapide? Est-ce que ça prend plusieurs années? Est-ce que... Enfin voilà, je ne suis pas très très savvy là-dedans. Donc, alors, excusez-moi les gars, mais je tiens quand même... On va faire un break. Et je voudrais que tout le monde fasse attention à l'intensité du raccord visuel entre les deux personnes en bas de l'écran. T-shirt vert kaki, casque noir, à gauche un cadre en bois brun. Je suis confusion, je suis doute, je suis... voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je me devais de le dire, hein, les gars. Vous êtes super raccord, bravo. Donc il y a une sorte de tendance, hein, comme ça vous le savez. Je peux mes lunettes, comme ça, on est encore plus raccord. Et alors je vous change. Ah oui, voilà, mais Fabien en a aussi des lunettes. Donc voilà, c'est très bien. Par contre, j'aurais pas dû me raser avant. Ok, donc Mathéo, je me force au travail. Il dit non, c'est nul de faire un copier-coller, mets tous les liens précisément. Je le ferai, pas de problème. Donc voilà, ça prend combien de temps? Sorry pour la parenthèse qui n'avait absolument rien à voir, mais je me devais d'intervenir pour souligner ce fait visuel, c'est assez impressionnant. Ça prend 6 mois? 6 mois? Allez, ça dépend. Ça dépend de tout un tas de facteurs. Je sais bien, hein, mes questions sont exagérément génériques. Tu t'y mets, ça te met 6 mois. Voilà, tu as les tables à marée, tu sais comment. C'est sur ma chaîne YouTube, j'ai les tables à marée, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Maintenant, si tu dois te former, si tu comprends rien, tu ne sais pas faire de plan de culture et tu ne sais pas fertiliser ton sol, enfin, ou en tout cas travailler ton sol, bon, je caricature un peu, mais Pascal aura compris ce que je veux dire. Là, ça peut te mettre 2-3 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment une question plus d'apprentissage que de situation. Si tu as une situation qui te permet de le faire, ça prend juste le temps de te lancer dans la saison. Donc, c'est assez rapide. Alors, Fabien, je ne sais pas ce que ta fenêtre de Skype a décidé, mais aujourd'hui, c'est toi celui qui change de taille. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y en a toujours un. Aujourd'hui, c'est toi. Donc, ok. Donc, c'est quand même assez rapide, 6 mois au final. C'est saisonnier, quoi. T'es directement bon, quoi. Et donc... Je dirais que chez moi, c'est plutôt en année 3 que ça a donné vraiment bien. D'accord. Mais t'as commencé sur une petite parcelle, et puis ou bien tu avais déjà suffisamment de connaissances quand tu as développé ton jardin potager, et tu as commencé à plus grande échelle directement. Enfin, ça s'est passé comment? J'ai d'abord fait un quart de la surface, 1 an avant le reste, et il y a 3 ans, c'est la 3e saison qu'elle a fait. Et là, le sol est vraiment bon, il est super souple, il est super ouvert, il donne vraiment bien. Et il faut remettre du fumier tous les ans, hein, mais... Et donc voilà, et toi en année 3, quoi, tu as vu, donc comme dit Fabien, directement, et comme dit Mathéus, c'est logique, mais donc toi tu as vu une augmentation de la production ou de la quantité ou de la richesse de ce qui était fourni, je ne sais pas comment on peut dire, au fil des ans. Et depuis l'année 3, c'est plus ou moins stationnaire ou il y a des années... Je suis en année 3 là, donc après je ne sais pas te dire, en année 4. Mais ça dépend ce que tu fais. Si tu as un sol sableux mais fort compacté, la première année, tes carottes, elles ressemblent à rien. Moi j'ai eu des carottes avec des angles droits au début.
parce que mon sol était tellement dur. Et après, cette année, elles sont parfaites. Donc ça demande quand même pas mal de travail, ça dépend pourquoi, mais il y a des choses qui demandent un travail du sol un peu plus précis. Ouais, là, je rejoins Vanessa, évidemment, j'ai de nouveau caricaturé un peu, mais surtout sur des sols agricoles qui sont dégradés. Et là, enfin, des sols qui sont dégradés tout court. Si on doit vraiment commencer à réagrader un sol, le décompacter avec des techniques passives ou actives, là, du coup, on est vite sur 1 an et demi, 2 ans, 3 ans aussi. Enfin, d'ailleurs, la reconversion bio, c'est 3 ans, hein, au niveau des normes. Voilà, on peut aussi être amené à planter des végétaux qui vont te permettre de créer de l'enracinement et donc en fait de casser les mottes ou la croûte qui s'est formée. Donc voilà. Mais si tu as une bonne situation, enfin une situation qui est relativement pas trop dégueulasse, et Scribe, par exemple. Quoi? Une bonne situation comme Scribe, par exemple. Soit, laisse tomber, c'était une bête référence à Mission Cléopâtre. Et Scribe, c'est une bonne situation? C'est pas grave. Ouais, il est 10h30, hein, voilà, sorry. Et donc c'était une bonne situation, pardon, je fais des digressions, je sabote ma propre émission, c'est complètement logique, donc voilà, tout à fait normal. Et donc, tu disais c'était une bonne situation, ça va forcément plus vite. Alors, donc chez nous, on a quand même mis le sol au repos pendant 6 mois à 1 an et demi selon les zones. Au repos avec une fertilisation, une décompaction mécanique, genre motoculteur quoi, à la fraiseuse, avec une couverture de sol, donc de la bâche ou du foin, ce genre de choses-là. Donc, je sais qu'on peut aller vite, on fait les choses rapidement et qu'on ne doit pas s'entendre à un rendement qui est totalement optimal. Alors, 6 mois, donc c'est possible d'avoir des résultats qui sont tout à fait probants. Maintenant, il faut évidemment que la biodiversité, les mycorhizes s'installent, etc. Donc, les petits champignons qui font en sorte qu'il y a des échanges entre les plantes de sucre et de minéraux entre les différentes plantes. Et que la vie se réinstalle. Mais par contre, si je prends le chantier que j'ai fait chez moi, que je connais le mieux, évidemment, j'ai commencé en mars. Et en juillet, j'avais la moitié de mon autonomie alimentaire. Et j'avais déjà les arbres qui poussaient avec des fleurs et des plantes et des petits fruits. Donc, en fait, les gens disaient, mais ça fait 6 mois que... Oui, j'ai dit, ça fait 6 mois. En fait, la nature reprend extrêmement vite ses droits. Effectivement, nous, on est de plus en plus dans un mouvement de temporalité qui est très immédiate. Donc, forcément, 6 mois, ça paraît long, ou 1 an ou 2 ans, ça paraît long, mais finalement, c'est très, très rapide. Sauf que si on a une nouvelle crise Covid et que les supermarchés sont vides, on va un peu se stresser, je pense. Voilà. Alors, question philosophique, et je connais déjà la réponse de tous les membres présents dans le Skype, enfin dans le Twitch. Les carottes doivent-elles être parfaites? Pourquoi cette discrimination? Ben non, justement, mais voilà, je pense que si elles étaient à angle droit, elles n'étaient pas non plus optimales, mais voilà, je sais que tu connais la réponse aussi, je pense que c'est même pas la peine. Le problème des réfugiés, ça. C'est moins facile à ébûcher quand même, hein, quand elle fait comme ça. Ah voilà, Mathéouche. Ouais. Et on voit que c'est pas toi qui épluches les carottes, hein, fieu. Ouais, voilà. Moi non plus, du coup. Enfin, si. Moi, j'ai épluché un fameux Paul, mais elles étaient toutes droites et des bonnes grosses carottes. Ben ok. Moi, peut-être un truc un peu sympa pour embrayer sur l'expérience de Fabien quand j'ai voulu remettre entre guillemets à niveau mon jardin où je cultive chez moi. Je voulais mettre un max de matière organique dans le jardin et la première année, j'ai été récupéré dans la rue 300 sacs verts que j'ai pendus, broyés. Et donc, c'est une manière aussi de restaurer des sols qui sont pas en super forme. Donc, j'ai eu une prod la première année qui était un peu pathétique. C'est le terrain qui était comme ça, mais en remettant la matière organique, on peut faire pas mal de choses. Et souvent, elle est à disposition. Il suffit d'aller chez son voisin. Quand on sort les sacs verts dans certains endroits en Belgique, il suffit de les ramasser dans la rue. Après, tu passes un peu pour un idiot, mais finalement, c'est un moyen, comme un autre, de fertiliser ou de restaurer ses sols. Ok, merci pour la question. Ou aller farfouiller dans les fumiers des manèges, quoi. La mère de cheval, là, visiblement, les Parisiens du 17e sont convaincus. Donc le caca de cheval, ça reste quand même très très efficace. Et dans le coffre de la voiture, ça ne sera pas si mauvais que ça quand il est sec. Oui, c'est ça. C'est pour faire plaisir à ta femme. Dis, pour finir, j'ai dû prendre ta voiture à toi, désolé. Et donc, voilà. Mais après, quand tu as des big bags de crottin de cheval dans ta voiture, ne passe pas chez quelqu'un et ne la laisse pas au soleil.
Ne laisse pas au soleil, ne prends pas d'autostoppeur. Enfin, sauf si tu te dis qu'il a une tête qui ne te revient pas. Prends pas ta voiture, prends plutôt celle d'un ami. Sauf, voilà, si tu tiens à cet ami. Si tu as envie de le revoir, évite. Jamais te prêter ma bagnole, moi, Raph, jamais. De quoi tu dis? Je ne vais jamais te prêter ma voiture. Non, mais tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Écoutez, voilà, je ne sais pas si le chat a encore des questions. Moi, je pense qu'on on est à une Moi, heure et j'avance demie. une réponse. Oui, je t'en prie. Surtout si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Une question sur les conserves. Alors, je voudrais rajouter des trucs sur ce qu'avait dit Vanessa, qui était tout à fait juste d'ailleurs. D'abord, en fait, ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est de réapprendre tout. À partir du moment où on a les rythmes, on connaît son plan de culture, on cultive, on connaît sa terre et on sait comment, on a le matériel pour conserver, pour traiter la station de lavage, etc. Enfin, station de lavage ou ton évier, quoi. Donc, brosser. Ça va plus vite, c'est une habitude à reprendre avec une rythmique qui est saisonnière, évidemment. Là, je parle du niveau domestique uniquement. Et alors, nous, au début, on a énormément galéré pour faire des concerts parce que chaque fois, c'était le branle-bas de combat, il fallait faire des nettoyages. Voilà. Et du coup, de plus en plus, en fait, ça fait partie de notre rythme quotidien. On sait que, voilà, ça fait partie de notre vie, quoi. Donc on sait qu'on va devoir semer à tel moment, repiquer à tel moment et conserver à tel autre moment. Sauf qu'on l'étale, en fait. On fait pas tout en même temps. On étale ça. Tiens, là, je vais faire une sauce tomate et je vais en faire plusieurs. Là, je vais faire de la compote et je vais en faire plusieurs. Donc, nous, on estime que, en gros, on constate, en tout cas, qu'au niveau de domestique, faire des conserves, de la transformation en vue de conserver, donc ça nous prend environ une demi-journée à peu près par denrée ou par session. Temps de tout installer, de ramasser, de transformer et puis de stériliser ou en tout cas de mettre en transformation en vue de la conserve et de nettoyer tout, de ranger parce que ça prend énormément de temps. Et du coup, j'ai une liste. Non, c'est moi qui parle. D'accord. J'avais une question justement par rapport à ça. Mais je te laisse terminer. Vas-y, termine. Laisse-moi terminer. Je te dirai bon, tu vas voir. Alors, au niveau des types de conservation, de transformation-conservation, il y a plein de choses différentes. Il y a la mise sous vide, il y a la surgélation, la lactofermentation, la stérilisation, la pasteurisation, la mise en confiture, c'est une forme de pasteurisation, les compotes, juste la conservation de patates ou de fruits dans un fruitier, voilà. La production de jus ou de sirop, la production d'alcool, parce que moi je fais mon vin fermenté tout seul au soleil, la déshydratation, donc le séchage des plantes ou même des fruits, voilà, ou des aromatiques, la mise en sauce, on fait du ketchup, voilà, on a les sauces tomates qui sont toutes prêtes, des soupes qu'on peut conserver très bien en bouteille, voilà, il y a vraiment plein de manières de conserver et souvent de manière différente avec les mêmes denrées ou des mélanges de denrées. Maintenant, c'est à toi la question. Oui, justement, parce que un truc que j'entends, quelqu'un comme Vanessa ou toi, évidemment, c'est votre métier, c'est votre passion. Mais effectivement, voilà, quand j'entends la transformation, ça va être quand même assez chronophage. Est-ce que il existe ou que ça ferait du sens, ou bien c'est complètement irréaliste, d'avoir des zones de transformation pour mutualiser? Genre, tu vois, moi, j'aurais mon potager, mais j'irai à la ferme du coin déposer mes trucs pour qu'ils me le transforment et qu'ils me le resservent contre une partie de ma production ou un peu d'argent, tu vois. Enfin voilà, est-ce que ça existe, c'est réalisable? Effectivement, je dis voilà, moi si je démarre mon truc, oui, ça existe tout à fait. Il y a des presses mobiles qui existent dans certains endroits où tu peux aller chez un voisin faire il a un pressoir ou une petite NSBL qui a un pressoir, ou dans mon coin, vu que je suis à R, c'est le sirop de liège, donc tu peux aller aussi à des siroperies mettre tes 400 kilos de poire avec lesquels tu sais pas quoi foutre. Donc oui, il y a plein de trucs qui existent. On va tous aller chez Fabien déposer des trucs. Non, c'est pas chez moi. Mais si vous avez trop de poire, moi j'ai pas de problème. Il y a la distillerie aussi, la distillation qu'on peut faire avec. Tout à fait. On ne parle pas assez de l'alcool, effectivement. Alors, faut-il quitter les villes, demande Mathéouche. Cassez-vous vite. Voilà. Ça, c'est toi qui. Ah non, c'est pas vrai. Non, ça dépend comment on aime vivre aussi. Chacun ses goûts, hein. Chacun a ses goûts. Mais bon, on est bien d'accord. Par essence, une ville, en termes de résilience, une ville implique un style de vie connecté et, comme tu disais, des importations et des choses comme ça, quoi. Une ville comme Paris, avant qu'elle soit autonome au niveau alimentaire, enfin voilà,
pas gagné, quoi. Mais il y a des études qui ont eu lieu là-dessus, qui estiment en fait qu'une ville de taille correcte pour être résiliente, c'est 50 000 personnes. Ici, en Belgique, on n'a pas non plus des villes gigantesques. On n'est pas sur des villes de 10 ou 15 millions où ils peuvent faire des dizaines de kilomètres en restant en permanence sur du béton ou sur du macadam. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là, malgré qu'on ait une densité de population très importante en Belgique. Alors, il y a quand même pas mal de bonnes questions qui se posent là. Alors, y a-t-il de mauvais sols pour démarrer une culture ? Le béton, par exemple, mais voilà, c'est le premier truc qui me vient. Oui, mais il y a les sols compactés, les sols pollués, les sols hydromorphes, saturés en eau. voilà. Plein de mauvais sols, oui. Ok, donc en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est quels sont les bons sols ? Il n'y a pas de bon sol. Ça dépend toujours un peu de ce que tu veux faire. Oui, il y a des sols qui ont une meilleure fertilisation, une meilleure vie et une compaction moindre et une structure correcte. Donc, les structures, c'est la quantité d'argile, de sable et de limon que tu as dedans. C'est les trois structures qu'on connaît en termes de sol. Et puis, il y a la chimie du sol. Donc, si vous voulez, je viens de sortir une vidéo sur YouTube qui parle justement des analyses de sol. Vous pouvez peut-être pas comprendre tout, mais en tout cas, c'est assez bien expliqué. Donc, vous allez comprendre en fait juste comment c'est complexe et comment les analyser, tout simplement. C'est pas moi qui parle, donc c'est beaucoup plus intelligent que ce que je dis d'habitude. Tout à fait. Mais écoute, voilà, je ferai en sorte de rapidement après l'émission compacter les liens et les taper dans le Discord, dont le lien figure dans la bio du channel pour ceux qui se poseraient la question. Et donc voilà, Discord, c'est le serveur où entre chaque émission, on peut se croiser, discuter, et donc voilà. Alors, il y avait une autre question. Voilà. Tea and the Mugs, avez-vous des ressources à conseiller pour avoir un calendrier de quelle action faire à quel mois pour quels légumes fruits, quand semer, récolter, prendre les graines pour chaque fruit ou légume? Alors là, tu vas aller sur le blog de ma femme, Une vie, une planète, et tu auras toutes les ressources, parce que moi je les connais pas par cœur, j'en ai quelques-unes encore dans ma bibliothèque, mais de toute façon elle m'a piqué la moitié, et elle a acheté l'autre moitié, donc là c'est Une vie, une planète. Une vie, une planète, je vais poster Évolution ça. Une vie, une planète.com, si je ne m'abuse. Ah ben voilà, Mathéouche a été plus rapide que moi. Merci Mathéouche. Voilà, donc ça je pense que c'est plus précis que ça comme réponse, c'était difficile. Tanguy dit l'avantage du vin qu'on fait soi-même au soleil, c'est quand tu le bois, tu fabriques illico ton fumier pour ton potager. Voilà, ok. Merci pour cette intervention. Tienne de Mux toujours, que pensez-vous des ceintures alimentaires ? Il faut que ça sert. Hein. Il faut que ça sert. Oui, ok. Toujours. Non, mais sérieux, les ceintures alimentaires, évidemment, c'est même pas un. Enfin, je veux dire, c'est une logique implacable. C'est le b.a.-ba de la résilience alimentaire. Donc, je comprends pas la question. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça marche ou ça marche pas, parce que ça doit exister et ça existera. Et aujourd'hui, on est bien d'accord qu'il y a un problème de ceinture alimentaire. Alors, ça me fait penser à une question un peu troll-van de Mathéouche qui disait « Est-ce qu'il faut vivre dans le BOE pour faire de la permaculture ?» Et c'est vrai que j'ai l'impression que le ratio du nombre de projets permaculturels et le BOE est excessivement haut. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une ceinture alimentaire et est-ce qu'elle est suffisante ? Mais ce qu'il faut voir aussi avec les ceintures alimentaires, c'est que tout le monde veut en faire une. Donc, que ce soit Charleroi Métropole, Bruxelles et tout ça, mais elles se chevauchent les unes les autres. Et donc, en fait, de par la densité de population, toute la région wallonne est une grande ceinture alimentaire par elle-même. Donc, on a la partie, sans doute, maraîchage qui peut vraiment être faite à proximité. Mais dès qu'on parle d'autres styles de culture, on va devoir aller beaucoup plus loin. Et donc, si Wavre veut faire une ceinture alimentaire, il faut savoir que Wavre est complètement intégré s'il y a une ceinture alimentaire de Bruxelles, la ceinture alimentaire de Bruxelles va au-delà de Wavre. Donc Wavre serait elle-même la ceinture alimentaire de Bruxelles et qui elle-même... Enfin voilà, ok, j'ai compris. C'est une mise en abîme de la ceinture alimentaire. Absolument. Et nous, pour les projets que nous avons au niveau agricole dans le BOE, en fait, on les considère comme la ceinture alimentaire de Bruxelles. Enfin, sauf s'ils sont peut-être à Wallin, mais voilà. Mathéouche, qui a des questions toujours assez perspicaces, dit « Mais c'est quoi une ceinture alimentaire ?» Pascal le sait mieux que moi. Je te laisse tirer. Ah merde, je voulais justement te laisser la parole. Écoute, une ceinture alimentaire, c'est simplement, tu as une agglomération. Et le but, c'est comme on ne peut pas se nourrir, en tout cas être totalement autonome dans les agglomérations, eh bien,
on utilise une partie de la ceinture, enfin de ce qui entoure l'agglomération pour nourrir cette ville en fait et l'orienter vers l'intérieur de la ville, donc une exportation intérieure si tu veux, plutôt que vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle la ceinture alimentaire. C'est une forme de résilience des villes. Voilà. Je sais pas si j'ai bien dit, mais c'est très très bien. En fait, j'imaginais même, je disais, tiens, en fait, on devrait aujourd'hui faire des ceintures alimentaires, un peu comme on faisait les murailles, toi. La première ceinture alimentaire, la deuxième ceinture alimentaire, enfin bref. Alors, Tien de Mux qui disait, mais je posais la question de la ceinture alimentaire par rapport à ce que vous disiez sur les villes. Donc voilà, sur base justement, est-ce qu'il faut la ville, la résilience, qu'il faut les quitter, enfin je pense, enfin en tout cas tout ce qu'on a raconté sur les villes. Et par exemple, le lien avec les 50 000 personnes que je mentionnais, c'est aussi lié à la ceinture alimentaire qui fait que s'il y a une production autour de la ville, elle puisse être amenée à pied en un temps correct en ville pour alimenter la ville. Si on a des villes très importantes, je crois que la ceinture alimentaire de Paris devrait faire 300 km. Actuellement, ce qui est vraiment gigantesque, ce qui fait que ça ne peut pas se passer sans camion et sans énormément d'énergie fossile pour alimenter une ville comme Paris. Et donc, est-ce qu'une ville comme Paris, dans un monde où l'énergie ne serait pas aussi disponible et en quantité aussi importante, est-ce qu'elle est même viable en post-pétrole? Est-ce que Paris post-pétrole, c'est... Enfin oui, tu me diras, il y avait Paris pré-pétrole, donc... ouais. Excusez-moi, hein, je suis en diesel. Voilà. La prochaine fois, je fais mon émission tout seul, hein, parce que... Paris, au 19e siècle, ils avaient leur production maraîchère dans la ville, hein, donc c'était vraiment intégré au tissu, pas au centre-ville, mais c'était très intégré. Et comme disait Fabien, les carrioles allaient au centre-ville remplies de produits alimentaires et revenaient chargés de crottins de cheval. Par contre, il n'y avait pas le même nombre d'habitants, évidemment. Mais ils étaient quand même déjà nombreux à l'époque. Hein. Mais effectivement, il n'y avait pas le même niveau de densité. En tout cas, dans la périphérie, il n'y a pas le même niveau de densité. Et ils faisaient les légumes les moins intéressants, style les choux, ils se faisaient plus loin, et les légumes avec plus de valeur ajoutée se faisaient aussi plus proches des villes. Mais on voit aussi ces villes qui grandissent aussi avec la technologie. Donc les villes étaient plus petites justement par rapport à une alimentation de la ville. Donc si on se retrouve 2 siècles en arrière, les villes étaient petites parce qu'il fallait alimenter la ville et on savait y aller qu'à pied ou à cheval. Puis on arrive avec la voiture et on va de plus en plus loin et les gens vivent de plus en plus loin. Et donc toutes les nouvelles technologies ont fait que les villes se sont agrandies. Et donc si dans l'avenir on n'a pas ce niveau d'énergie, effectivement, certaines villes vont devenir très problématiques à alimenter. J'ai une question justement par rapport aux technologies qui n'a pas été posée dans le chat. Je ne sais même pas s'il est là ce soir, mais il m'a dit tiens, j'aimerais bien ce soir que tu poses la question à tes invités de savoir ce qu'ils pensent du FarmBot, si vous voyez ce que c'est. Donc le FarmBot, en fait, c'est sur un jardin potager plutôt de type classique. C'est 2 rails avec un espèce de roue, un bras, et en fait ça permet de faire bouger un bras sur différentes dimensions, et le même bras plante les graines, retire les mauvaises herbes, arrose, dit quand c'est prêt. Et donc voilà, c'est quoi votre... Parce qu'on parlait que c'était très intensif en main d'œuvre, est-ce qu'on pourrait potentiellement automatiser une partie, ou bien est-ce que c'est de la vaste blague, et oui, pourquoi, enfin voilà. Je pense que Fabien aurait une réponse très trash. Ben, il avait déjà un facepalm pendant que je posais la question, donc j'ose même pas imaginer son avis sur la question, mais je pense que voilà, je t'en prie. Ça y est, j'ai fait mon clou. Mais quelle connerie ces trucs-là. Alors, du coup, je suis prendre l'exemple du petit monde de l'Estier. Par exemple, nous, on vient d'installer un poulailler mobile qui peut contenir 130 poules, voilà. Et donc, il fonctionne sur panneau solaire, il est connecté à une batterie, et il y a des ouvertures automatiques des pondoirs, des ouvertures automatiques des portes pour que les poules aillent faire côte-côte à l'extérieur, etc. Et il y a un rouleau qui fait en sorte... Je posterai une vidéo quand il sera fini, qu'il y aura les poules dedans, d'ailleurs. Et il y a un rouleau qui sert à récolter des œufs. Alors là, ok, parce que là, on est sur une main-d'œuvre qui... Enfin, c'est rentable, d'ailleurs. Mais on est sur une main-d'œuvre qui est semi-automatisée, et ça veut dire qu'à la place d'aller courir chaque fois pour ouvrir, fermer, ce qui est de la dépense d'énergie qui ne sert à rien, ici on est sur quelque chose qui coûte pas très cher, qui est totalement autonome, qui est simple au niveau technologique, au niveau technique, et qui est facilement réparable, et qui, à mon avis, va pas péter, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour, à moins qu'il y ait trop de poussière, de fiente. Le truc des FarmBot, c'est un peu comme tout, hein, c'est-à-dire qu'on surfe sur la vague de... C'est quoi ce truc? Quel truc? Il y a un truc qui est arrivé sur mon chat, mais ok. On surfe sur la vague
espèce de besoin qu'ont les gens de retourner à de l'autonomie alimentaire. Mais il n'y a rien d'autonome dans un truc robotisé. Enfin, surtout cette échelle-là. Si on regarde juste la balance coût et production, enfin, il y a absolument rien d'intéressant là-dedans. Et puis, je veux dire, quel est l'intérêt d'aller produire sa bouffe en achetant un robot qui nous déconnecte de plus en plus du sol? C'est-à-dire que en fait, les tomates, elles sont produites par quoi, mon petit loulou? Par le robot. Comme les œufs sont carrés, et en fait, les poules chient directement dans des paquets de 6 et ça arrive dans le magasin. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Et donc, ça augmente la déconnexion, finalement, et ça n'apporte rien au niveau, en fait, de la relation qu'on a avec la nourriture, ni avec de la connaissance qu'on a. Donc, en fait, c'est quoi? Tu lis ton mode d'emploi et tu vas devoir appuyer sur tel et tel bouton pour produire. Enfin, je ne comprends pas. Avec le fait de le dire, je n'ai même pas besoin de commenter. Et pour moi, ça parle de soi. Oui, mais je pense que c'est... Alors c'est normal, ça ne m'étonne pas que c'est quelque chose que de ta position, enfin de celle de Vanessa, de celle de Pascal, vous disiez c'est un non-sens, mais voilà, moi par exemple, tu vois, si je prends froidement le truc, et je suis en train ces dernières années de faire un chemin d'évolution et de changement, je suis en train de faire le deuil de plein d'idées de futur que j'avais, de choses comme ça, mais moi je me disais, bon ben voilà, moi, mon but c'est d'être autonome, voire autosuffisant, voire autarcique, tu vois. Si j'ai des panneaux solaires, des robots qui me permettent de faire le potager à ma place, je suis super content. Au final, moi, ce que je veux, c'est avoir à manger, pas forcément passer mon temps à avoir les mains dans la terre, qui, je comprends, est une super idée, qui fait de la connexion. Je comprends tous les bénéfices, hein, mais je peux comprendre que quand on est ignorant, ou quand on n'embrasse pas cette logique, on puisse arriver avec ce truc-là. Après, avec de l'expertise, ce truc se révèle progressivement être quelque chose qui a un non-sens, et j'entends bien vos arguments, mais moi je suis tout à fait capable de comprendre. Le problème, c'est la dépendance à la technologie de pointe. Si ton iPhone est foutu, tu ne sais pas le réparer toi-même. Quand ton robot va faire je m'arrête, tu vas faire quoi? Tu vas appeler un gars qui va te demander 150 € de l'heure pour le réparer, et donc ça va te coûter combien ta tomate? Tu vois, tu n'auras pas à le réparer toi-même, donc tu n'auras rien appris. L'autonomie alimentaire, elle fait aussi partie de l'autonomie personnelle à pouvoir manipuler, réparer et être autonome vis-à-vis des choses. Donc, plus les choses sont simples, plus tu peux facilement les réparer, les entretenir et les développer. Ça fait partie du job. La nature est plus simple que le low-tech et le low-tech est plus simple que l'high-tech. Donc, on revient sur le framework. Pas la technologie. Non, mais c'est un tout petit peu le chemin que moi, il y a 10 ans, je voulais connecter tout et je voulais tout connecter. Moi, il y a 10 ans, pour moi, le monde du futur, tout allait être connecté. Aujourd'hui, j'ai bien compris le côté débile de ce truc-là. Et donc, effectivement, ce que la nature fait, il faut le laisser faire. Et puis, voilà, il faut utiliser la technologie quand c'est vraiment le seul facteur qui permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire autrement. C'est-à-dire l'utilisation d'un drone pour très rapidement avoir des vues, des perspectives. Voilà, il y a un truc... Enfin, tu vois, même toi, tu utilises un drone parce que je pense que le drone accomplit un travail que... tu pourrais pas du tout accomplir sans ça. Enfin voilà, bref, tu m'as compris, je m'exprime mal, mais tu m'as compris, je le sais, je le vois à ton regard perçant et lumineux. Alors, Véadio, je l'aime bien. Je voudrais rajouter sur ce point-là, ça me fait penser à ça. Ce qui est très important aussi dans cette démarche de culture de ses propres légumes, de ses propres fruits, c'est aussi la transmission à ses enfants de la manière de faire tout ça et de leur donner aussi cette possibilité d'employer ce savoir pour garantir quelque part leur alimentation. Et donc, si de nouveau tu délègues ça à quelqu'un d'autre, comme l'histoire du robot, tu repères ce lien et tu repères la tradition de la culture. Et moi, une des raisons principales de ma démarche, c'est de pouvoir apprendre à mes enfants à faire grandir leurs légumes. Donc, il y a dans l'autonomie, parce que justement, dans l'autosuffisance et l'autarcie, il y a aussi la transmission et la capacité de transmettre cette indépendance, je vais dire, pour éviter de m'enfoncer dans un concept ou l'autre. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Alors, je vois que ça a pas mal discuté, mais non. Ouais, ok. je vais répondre à cette question.
Voilà. Alors du coup, je pense que Thomas, il parle du désherbage manuel, pas du désherbage chimique. Alors attends, on va reparler de la question parce que peut-être que tout le monde... certains robots apportent une aide sur le terrain pour certaines tâches dites ingrates et que de plus en plus de personnes du secteur ont de moins envie de réaliser, exemple le désherbage. Voilà, je t'en prie, vas-y Fabien. Donc, désherbage manuel, je suppose que c'est de ça qu'on parle. Il y a des désherbage mécanique qui existent aussi. Il y a des désherbages chimiques dont on ne va pas parler parce que ça ne pouvait pas partir de notre paradigme. Enfin, quoique, mais ça, c'est trop compliqué au niveau agricole. Mais là, du coup, le robot, on en parle au niveau domestique. Ici, si on le ramène au niveau domestique, il n'a aucune utilité. Tandis que sur des grandes cultures, des grandes surfaces, comme notre poulailler mobile, il y a l'usage de la technologie qui peut nous aider à aller plus vite sur des grandes surfaces. Maintenant, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas se leurrer aussi. On a bien vu le taux de chômage qui va nous arriver avec la crise du Covid, parce que, enfin, en tout cas, le taux de non-emploi. Bah, les emplois ingrats, il va y en avoir, et il va y en avoir plus que pour les Romains, il y en aura aussi pour nous, parce qu'il faudra bien qu'on bouffe. Alors, donc, oui, on va retourner au champ. Effectivement, et alors ça c'est un discours que j'entends chez de nombreuses personnes qui sont savies. Et effectivement, voilà. Après, ça va peut-être pas se passer tout de suite, parce qu'on a bien vu que pendant le Covid en France, ils ont fait des appels justement pour aller remplacer les frontaliers qui venaient pas. Et il y a eu plein de gens qui ont dit oui, on y va. Et puis après pas longtemps, ils se sont dit ah non, mais attends, c'est un vrai travail. En plus c'est dur et c'est un peu physique. Non, mais pas du tout. Après, on est bien d'accord. Hein, ça, c'est quand on a encore le réflexe d'un monde où on vit dans le luxe et l'abondance. À partir du moment où c'est si je vais pas cueillir, je bouffe pas, tout le monde va les cueillir, hein, tout le monde va aller au champ et donc voilà. Mais donc le retour du travail au champ, ça c'est une vision d'avenir et effectivement en plus c'est potentiellement le plein emploi parce que c'est hyper manœuvre intensif, non, comme technologie, ça, enfin comme technique la permaculture, non? Faut combien de personnes pour exploiter une surface, voilà, pour nourrir, enfin voilà, une personne plein temps, qu'est-ce que ça accomplit comme travail? Voilà, on va retourner la question pour y arriver. C'est saisonnier, hein, donc c'est compliqué à répondre. Oui, donc on ne peut pas travailler 2 fois 6 mois sur l'année. C'est pas possible. Par contre, pour revenir sur ce point du Covid, c'est une mesure en France qui a eu un certain succès quand même, mais pour des gens qui étaient déjà, on va dire, accointés avec le secteur agroalimentaire. Donc tout ce qui était usine de transformation et tout ça, ces gens ont quitté l'usine, qui était à l'arrêt et ont été dans les champs. Par contre, c'est clairement aujourd'hui un boulot que les gens ne veulent pas faire. Et donc, si on a de moins en moins de déplacements, si on va dire les saisonniers qui viennent de loin ne viennent plus dans l'avenir, et que personne ne veut le faire, on aura presque peut-être dans l'avenir un service civil qui va être que chacun va devoir passer 2 semaines par an dans les champs pour réaliser ce boulot. Parce que si ce boulot n'est pas réalisé, il n'y a juste plus rien à manger. Donc s'il n'y a personne pour aller ramasser les fraises, pour aller faire un certain désherbage et tout, ça ne sert à rien de payer plus ou quoi que ce soit. Si personne ne veut le faire, ça va devenir presque une obligation. Et si je me projette vraiment loin, mais si on a effectivement, on n'a plus l'énergie pour faire venir des personnes de loin qui acceptent ce genre de boulot, il va falloir le faire nous-mêmes. Ça, c'est la façon intelligente de dire ce que j'ai dit. Ok, alors, la permaculture, est-ce que c'est un truc bobo pour parler d'agriculture? On ne peut plus poser les questions qui fâchent. J'ai dit non, pas du tout, t'as pas écouté ou quoi? Alors, du coup, voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Matt, parce que j'ai l'impression que ça faisait partie des définitions qu'on avait données de la permaculture, mais voilà. Non, je me permets de répondre, hein, les amis. Non, c'est pas un truc de bobo. La permaculture, c'est une philosophie, c'est une technologie, des techniques particulières, et c'est très très différent de l'agriculture monoculture, full engrais chimiques, avec plein d'intrants. Voilà, et ça c'est sur base uniquement des informations que j'ai entendues pendant le live. Donc, a priori, pour moi, c'est pas une question qui fâche. Alors, il n'y a pas de bête question. On ne peut même plus troller. Voilà, ça, c'est la vraie remarque. Voilà. Et donc, voilà. Bon, écoutez, les amis, ça fait presque 2 heures qu'on est live. Pour moi, je pense, à moins que vous ayez quelque chose de particulier à ajouter, mais je pense qu'on arrive doucement au bout de ce live. Ouais, je pense que Fabien, il est cuit aussi.
Alors merci, franchement c'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait encore continuer des épisodes, parce que j'ai l'impression qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Vraiment super intéressant. Merci à vous trois et spécialement à mes invités pour cette plie à l'exercice. Merci Vanessa, merci Fabien. Je voulais juste dire un truc, c'est qu'effectivement le sujet est très vaste. Il y a plein de pratiques, on peut parler de grande culture, on peut parler d'agroforesterie, on peut parler de production, tout ce qui est fruitier, on peut parler aussi de tout ce qui est plantes que l'on peut consommer un petit peu partout, plantes sauvages et tout ça. Donc c'est un domaine qui est très vaste et qui, je pense, vraiment prendre de l'importance avec les thèmes comme la résilience et l'autonomie ou l'autosuffisance alimentaire. Et que ça mérite beaucoup de discussions et c'est un domaine très beau et très complexe. On se rend pas compte. Et on est sur un domaine en 3D. La gestion de l'eau. Hein, mais moi, très sincèrement, ça m'a fortement envie de replanifier un numéro pour creuser un sujet. Ça, c'est certain. Exactement. Je vais faire d'autres émissions. Il y a quelques dates encore dispo en décembre. Pourquoi pas parce que, moi, clairement, ça me conforte. Donc, Futur Immédiat continue tous les mardis. La semaine prochaine, c'est une première. On va faire le live en direct de l'acte 3 où je donnerai ma conférence Se préparer à l'imprévisible. Donc moi, je serai sur scène. Mathéouche sera aux commandes. Et donc, c'est Mathéouche qui fera la modération et on essaiera d'intégrer les questions de la communauté dans la conférence. On l'a jamais fait et comme d'habitude, c'est toujours yalla. On y va, on voit et on verra bien. Donc voilà. Ensuite, en octobre, j'ai une émission assez intéressante avec Valérie Genon qui a fondé Positive Impact, qui est spécialisée en transition écologique pour les PME. Et donc voilà, transition écologique et PME, trop petit pour changer, pour l'interrogation. Le 13 octobre, j'ai Éric Lambin, qui est donc docteur en géographie et en climatologie, qui a gagné le prix Albert II, le Blue Planet Award. C'est une star de la climatologie mondiale. Il est enseignant à l'UCL et à Stanford. Ça risque d'être super intéressant, spécialisé dans l'utilisation des terres et dans l'impact de l'utilisation des terres et du climat. Donc voilà, ça va être un peu plus pointu technique, enfin pas que certains sujets, pas forcément celui-ci, mais d'autres sujets qui sont parfois plus légers. Là, ça risque d'être... Mais je pense que ça va être passionnant. Et puis, on va parler économie circulaire, justement. Voilà. Puis après, ça continue. Mais voilà, ça, c'est pour les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je me ferai un plaisir de débriefer avec mes invités pour voir si on ne remettrait pas le couvert prochainement pour discuter de l'eau, de l'énergie. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous recevoir ce soir. Merci encore à vous deux, à vous trois bien sûr Pascal, mais dans ce cas-ci tu fais plutôt partie des meubles avec moi et donc je me concentre sur les invités, mais merci à vous, c'était vraiment super gentil. Je connais pas vos habitudes, je sais qu'il est tard, moi je suis un nocturne donc c'est pas un problème, mais si ça fait pas partie de ça, merci aussi d'avoir bousculé vos habitudes pour le faire. On se voit, j'espère, très bientôt. Pour ceux qui seraient là et qui n'auraient pas followé la chaîne, ce qui m'étonnerait parce que j'ai entendu une foule de follow, n'hésitez pas à le faire pour être notifié des prochaines fois. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur futurimmedia.net. Et si vous voulez contacter les invités, voilà, tout ça sera soit dans le chat, vous pouvez me contacter par ici, par mail, peu importe. Merci à vous tous. Je vous dis à mardi prochain. Bonne nuit à tous les gens qui vont se coucher. Bonne fin de soirée à tous les autres. Merci. Salut les amis. Salut. Au revoir. Ciao. Et hop.